Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. C'est drôle quand même, j'ai comme un genre de grand respect depuis, je vous dirais, à peu près, 3 jours, 4 jours, même une semaine ou à peu près. Tu sais, je suis pas très politisé sur toutes les histoires de guerre. J'ai pas grand-chose à vous dire sur l'Ukraine, la Russie. À quoi que les images du général russe qui saute. Ça a l'air du Québec, hein, quand tu regardes Moscou. Tu regardes les parkings, tu regardes les bâtisses, tu regardes la neige. On dirait que tu es au Québec, je vois le vert. On dirait qu'on est à Montréal. Mais tout ça pour dire que le général aurait fait sauter par les Ukrainiens. C'est une réponse à quelques hauts placés de l'armée ukrainienne qui se sont fait faire la même chose il y a, dans les derniers mois, entre autres. Et là, tout le monde essaie de bousculer ces événements-là parce qu'ils savent que le party va finir le 20 janvier prochain avec le début de la présidence de Trump qui va être inaugurée le 6. Mais ça commence le 20. Jerry était salué, même chose pour Mr. White. Yes, et donc, les images que j'ai vues, je suis très... J'ai pas de drapeau bleu et jaune, je veux rien savoir. J'ai pas de poster de Poutine dans ma chambre, je veux rien savoir. C'est pas quelque chose qui me fascine tant que ça. Je vous dirais même chose également pour probablement toutes les histoires de guerre entre Israël et la Palestine, puis le Liban, puis tout ce que tu veux. Je sais pas. Oui, on regarde, mais si quelqu'un me demande quelle est ta position là-dessus, je sais pas. J'ai pas de. Moi, habituellement, je prends pour les démocraties. Habituellement, je prends pour la logique. Puis, des fois, je prends pour personne. c'est aussi simple que ça, parce que j'ai pas assez d'infos, j'ai pas toutes les subtilités, je veux rien savoir. Non, on a le droit. Une affaire qui est sûre, c'est qu'on l'a envoyé beaucoup de cash. Ça, une chose est sûre, ça nous ment en crise. Parce que le gouvernement choisit pour nous un camp, puis on ne sait pas s'il a choisi le bon. Oh. Mais basé sur à peu près rien, il dit c'est eux qu'on choisit, puis c'est avec eux qu'on va, puis là, finalement, on se rend compte que nos gouvernements sont plus là, finalement, pour étirer la guerre que pour la régler. Mais ça semble se terminer bientôt. En tout cas, ce qu'on a vu, là. Est-ce que tu as vu les images du général qui saute? Non. J'ai pas c'est un peu comme à la manière Boursouf. Si vous étiez au Saguenay dans les années 80, quand il y a eu la guerre des motards, c'était avant l'histoire des Rock Machines puis des Hells. Boursouf a sauté en avant de la polyvalente Dominique Racine, un genre de YG, là, un genre de Jeep YG, donc qui a explosé en 1000 miettes. Et Boursouf, il restait... c'était du steak caché, là. Le Jeep était disparu et Boursouf avait disparu, mais Boursouf, c'était le frère de mon chum Marc. Donc, Marc Gagnon, que je salue. Marc a été un bon gardien de but, puis... un bon boy, parce que je voyais des photos cette semaine dans notre groupe de hockey de jeunesse, puis il y avait des photos, je voyais Marc, je disais, qu'est-ce qui arrive avec Marc, justement? Et Marc, son frère Boursouf, quoi qu'il ne l'avait pas trop dit, que son frère était un des tops des Hells Angels. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, souvent, les tops des Hells Angels venaient du Saguenay. C'était la même chose pour, comment il s'appelait, celui qui est disparu, là, il est parti chercher une pinte de lait, puis il n'est jamais revenu, qui était marié avec une top de la mafia italienne. Drôle de mélange. Puis je pense qu'il y a une gang qui n'avait pas aimé ça, mais même à l'intérieur de leur propre gang, ou encore à l'intérieur de la gang de la mafia. Mélange Hells Angels et mafia. C'était pas yob-yob. Donc, je viens de le voir, le vidéo. Là. Oui, je viens de le voir. Hein? Je viens de le voir, là. Non, donc, le gars, il sort de la bâtisse, là, puis ils ont l'air d'avoir des affaires dans les mains, je sais pas trop. Oui. Il semblerait que la bombe était cachée. Il y avait une genre de... Même s'il y a de la neige, et c'est l'hiver, il y a une genre de scooter. Tu sais, il y a un scooter qui est comme parqué là. Même si c'est en hiver, on comprend qu'il est probablement... à moins qu'il y ait des pneus d'hiver dessus. Là. On est dans une nouvelle ère où les gens font du vélo l'hiver, imagine-toi. Donc, peut-être qu'il servait, mais je veux dire, il est là. Et la bombe aurait été cachée sous ce genre de petite moto-là. Et quand deux autres ont sorti, ça a été... donc, il y a eu un détonateur à distance, puis boum! Et les images ont été filmées pour que ces images-là se promènent. Donc, non, ça brasse pas mal. Ça brasse pas mal. Mais comme je vous dis,
j'ai pas de parti pris, à part le fait que ça m'écoeure de voir nos gouvernements embarquer dans ces guerres-là pour faire virer l'industrie de la guerre. On sait que c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, ça nous lève le cœur un peu. Et ce qui me lève le cœur souvent, c'est justement cette gang d'épais qui mettent des drapeaux d'un bord et de l'autre, des seringues, des ci, des ça, pour des raisons qu'ils ne connaissent pas vraiment. Donc, au lieu d'avoir l'air cave, j'aime autant m'abstenir. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que autant pour... restons avec l'Ukraine, OK? J'ai pas de parti pris, mais je comprends que l'Ukraine devrait être écrasée depuis un an, facile, parce que c'est une des... En tout cas, en principe, c'est ce qu'on s'est fait dire. C'est une des meilleures armées au monde, celle de la Russie. C'est probablement États-Unis, Russie, Chine, mais d'autres, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'on est dans les tops au monde. Et l'Ukraine, c'est sûr que les gens qui connaissent certains Ukrainiens savent que les Ukrainiens, en plus d'être un pays corrompu, c'est surtout des gens qui sont faits forts, c'est des gens qui ne sont pas des momounes. Il n'y a pas beaucoup de wokeness dans l'histoire en Ukraine, d'après moi. C'est assez rough comme place. Beaucoup de nazis, beaucoup de nazis, beaucoup de anti-gays. Donc, ceux qui sont pro-Ukraine, c'est quand même assez bizarre. Vous êtes pro-Ukraine, mais en même temps, vous êtes pro-Palestine. Donc, avez-vous quelque chose contre les gays, contre les femmes? Avez-vous quelque chose? Je sais pas. C'est un genre de pattern un peu bizarre. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un respect pour... d'une certaine manière, même si franchement pas pour eux autres, j'ai un respect pour le fait que l'Ukraine est encore debout avec toute l'aide qu'on leur donne et les armes qu'on leur donne. Malgré ça, ça prend des hommes au bout de ça. Là. Et il y a des gens qui tiennent tête à une armée qui est beaucoup plus forte que la leur. Mais présentement, depuis, c'est un texte qui date d'hier. Là, il y a en Ukraine, il y a du monde qui ne veulent pas que qui enrôlent les hommes de 18 à 25 ans. Parce qu'en ce moment, ils ont enrôlé du monde. Tout le monde qui est enrôlé, c'est en haut de 25 ans. OK. Mm-hmm. Wow. Il n'y a pas de flow. Là. OK. Mais là, ils sont rendus à vouloir enrôler des plus jeunes. Là, il y a un mouvement là-bas. Même du monde dans l'armée qui disent ouais. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là encore. Là, ouais, mais ils sont un peu à court de monde. Là. Les chiffres qu'on entend sont catastrophiques quand même. Là. On achève. OK? Le 20 janvier, c'est pas mal fini. Zelensky serait à l'inauguration de Trump. Donc, Zelensky comprend qu'il faut qu'il arrête la guerre. Il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus rien. Donc, parce que la conscription était à 25 ans en Ukraine. C'est ce que je lis dans la chronique. Là. Mais on s'entend qu'une fois que tu commences à manquer de monde d'un 25 ans et plus, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va venir à 18-25. Là, c'est ça. Là, il y a des hauts fonctionnaires ukrainiens qui veulent le descendre à 18. Mais il y a de la population, puis il y a même du monde dans l'armée qui ne sont pas d'accord avec ça. J'ai mangé avec deux Ukrainiens à côté d'eux autres au Costco il y a peut-être un an. Et dans un anglais qui était un peu difficile, tu sais, souvent au Costco, il y a tellement de monde pour manger un dog. Oh, ça, c'est pas mangeable. Non. Pas mangeable. Puis, mais tu sais, des fois, tu as faim, puis tu dis, regarde, je suis là, je fais mes commissions, on va manger. Mais il y a pas beaucoup de tables. Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de tables. Et c'est des tables de 4. Puis souvent, on est 2. Donc là, on est 2, puis il y a 2 gars qui arrivent, puis ils veulent s'asseoir à la place, puis ils nous demandent si on peut. Donc, je dis, pas de problème. Je suis avec ma blonde. Ma blonde ne mange jamais au Costco. Essaye d'imaginer ma blonde manger au Costco. Non. Essaye de passer à ça une seconde. Puis c'est la seule fois que c'est arrivé. Puis là, il est arrivé 2 Ukrainiens, 2 jeunes hommes à peu près de 28-29 ans. Et dans un anglais un peu tout croche, nous ont raconté qu'ils sont venus s'installer au Canada. Puis la raison, c'était ça. La raison, c'est qu'eux autres, ils ne voulaient rien savoir de la guerre parce que ils ne comprenaient pas trop. Puis ils disent, regarde, moi, je n'irais pas me faire tuer pour quelque chose sur lequel je ne vais pas me battre tant que ça. Là, parce qu'au mois d'avril de cette année, la conscription était à 27 ans. Okay. Et Zelensky l'a baissé au mois d'avril à 25 ans. Ça veut dire qu'il manque de monde. Puis là, ils veulent la rebaisser à 18. Puis là, ça commence à chicagonner un peu. Mais comme tu dis, ça achève. Là. C'est ça, ça achève. Le 20, c'est pas mal fini. Puis pourquoi je vous parle de ça? Je veux dire, personne ne parle de ça en ce moment. Là. Pourquoi Jeff parle de ça à Radio Pirate? C'est que j'ai une forme de respect pour l'Ukraine en regardant ce qui se passe au Canada depuis une semaine et demie.
Et c'est Skeptique qui m'a allumé dans notre groupe sympathique qu'on a. Tu sais, les Ukrainiens ne sont pas encore à genoux devant les Russes. Et nous autres, on est déjà à genoux devant Donald Trump et les Américains en 1 semaine et demie. Et ça a pris quoi? Est-ce que ça a pris l'armée? Est-ce que ça a pris l'invasion avec des soldats, des tanks? Non. Ça a pris 2 tweets. C'est pour vous montrer comment on est un des peuples les plus fragiles au monde. Bon, Quel hostie de pays de marde. On n'est pas un vrai pays. On n'est pas un vrai pays. Comment? Il y en a encore envoyé un cette nuit. Là. OK? Moi, je fais partie... Il y a plein de monde qui pense que Trump s'amuse en ce moment. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là. OK? Trump va toujours travailler, peut-être pas les autres politiciens. Les autres politiciens, c'est tous des mange-mardes, c'est tous des faiseux. Tout du monde qui sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du grand peuple américain, etc. Ils sont là pour eux en partant. Le reste, oui, they don't care. OK? Trump, on va lui donner ça. Trump est un patriote. C'est un gars qui a extrêmement à cœur le futur, le moment présent, mais le futur aussi, parce que toutes les politiques qu'on met, c'est pas pour le lendemain. Là. C'est souvent des choses qui vont se concrétiser après 1 an, 2 ans, 10 ans même souvent. OK? Et lui, tout le monde pense que Trump est un peu cave. À chaque fois que j'ai entendu Trump dans des longues entrevues, je sais que c'est pas un gars qui a beaucoup de mots. OK? C'est un gars qui va avec de phrases très simples, mais sa logique, sa grille d'analyse, qui est compréhensible par tout le monde, puis ça, entre vous et moi, c'est une qualité que tout politicien devrait avoir avant de se lancer en politique. Il y en a qui font des grandes analyses. Ils ont l'air à des prix Nobel. Les Chris, on ne comprend rien. Le Trump, quand il s'installe, puis quand il nous expose ses affaires, on comprend. Et moi, je pense que Trump, il va commencer par le Canada. Est-ce qu'il aura le temps d'aller finir le Mexique? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais dans le fond de lui, Trump veut un méga pays des États-Unis d'Amérique qui part en haut du pôle puis qui s'en va en Amérique centrale. La raison, c'est bien simple. Il y a le BRICS, oui. Ça, il y a un côté géopolitique qui est clair. Oui. Il y a une raison économique pour s'assurer que on va avoir une des monnaies les plus fortes pour le reste de l'éternité avec l'Amérique du Nord qui lead au niveau économique depuis très longtemps, puis qui reste installé de même de marcher depuis très longtemps. Mais pour le Canada, bon, pour le Mexique, c'est sûr qu'il y a une visée puis il y a une vision pour le Mexique, mais il ne pourra pas le faire tant que les cartels mènent le pays. Ça, c'est clair que tant que les cartels sont là et qu'ils mènent, il n'y aura rien à faire là. Ça va prendre quasiment une guerre civile pour nettoyer la place avant de pouvoir négocier quelque chose. Tandis que le Canada, en plus d'être un pays faible, c'est un pays qui est poli. Okay? C'est un pays qui est très, très, très poli. Et c'est un pays qui est probablement prêt et facilement à abdiquer sa souveraineté. Oui. Parce que, regardez là, OK, regardez ce que le Canada représente pour Trump. Du pétrole, il a pu savoir quoi en faire. Du gaz, il a pu savoir quoi en faire. Les matériaux, tu pourrais faire une liste à pu finir de tous les matériaux qu'on a dans le sol. C'est inimaginable. Tu peux parler de l'or. Oui. On peut parler des rivières, de l'électricité pour faire des fermes de Bitcoin, faire des fermes de serveurs pour le AI, etc. Regarde, mettez-en. Le bois, le fleuve Saint-Laurent et l'accès au Grand Lac. Voilà. Donc, pour lui, là, non, c'est inimaginable. Pour un gars qui est bright, tu sais, lui, il se dit, si je prends le Canada, il dit 51e État, ça peut être 3 États, on comprend. Mais dans sa tête à lui, quand il regarde le potentiel, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais croyez-moi là, que je niaise pas en vous disant ça. Là. J'étais le premier à caler l'annexion. Okay? C'est pas quelque chose qui... T'sais, moi, j'ai vécu la première fois que j'ai vécu quasiment 2 ans aux États-Unis, c'était en 90. J'étais très jeune. Puis si j'avais pas eu ce moment-là dans ma vie, je serais probablement très différent de ce que je suis aujourd'hui. OK?
J'étais pataugé dans un genre de community college. J'étais me promener un peu. J'ai pris toutes sortes de cours. J'ai rencontré du monde de partout. J'ai joué au hockey avec des gars extraordinaires avec qui je me suis lié d'amitié, qui était ma gang de chums, ma gang de buddies dans lequel on allait faire du sidou dans une piscine d'un chum à 3 heures du matin pour le réveiller. Puis juste virailler le moteur juste pour faire capoter sa blonde. Et quand j'ai fait ça, ça a provoqué quelque chose chez moi. Il y a un événement peut-être chimique, il y a un événement d'expérience, un bagage que je suis allé chercher. J'étais très jeune, là, j'avais 23 ans. Bon, je suis parti avec mon pack-sac avec rien, avec absolument rien. Juste de l'argent dans mes poches. Puis go with the flow. OK, on verra qu'est-ce qui va arriver. Par après, bon, un an et demi après, j'avais connu une fille. Un an et demi après, je suis retourné avec cette fille-là. Je l'ai mariée plus tard, etc. Je suis pas avec elle aujourd'hui, mais tu sais, ça l'a fait de moi. Je dis pas que je suis un Américain, parce que je serais un illégal si je vous disais ça. Mais dans le fond de moi, il y a un côté de moi qui connaît beaucoup plus la société américaine que la moyenne des ours au Québec. Et puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, entre autres, j'ai visité à peu près tous les coins des États-Unis. J'ai visité tous les coins des États-Unis dans les 30 dernières années. Puis le fait aussi d'avoir joué au golf avec beaucoup de monde d'un peu partout. La beauté de jouer au golf, c'était 3h30, 4 heures avec des gens qui arrivent de partout, de tous les âges, de tous les milieux. Puis, excuse-moi, mais t'as-tu fait comme le nord-ouest des États-Unis? C'est le seul bout que j'ai pas fait. C'est le Washington, l'Oregon. Non, c'est le seul bout que j'ai pas fait. Ce coin-là, là, ce grand... OK, c'est ça. T'as fait tout le sud de la Californie, le Texas, Nevada. Georgie, Alabama, un peu le centre des États-Unis, puis de la côte est. La côte est au complet. C'est ça. La côte est au complet. J'ai fait Chicago, j'ai fait un paquet. J'étais à Détroit souvent. Et quand j'arrive aux États, j'ai comme un feeling de liberté qui s'installe. C'est drôle. Regardez, appelez-moi le Véziraton, I don't fucking care. OK. Mais quand j'arrive aux États, j'ai l'impression de rentrer chez nous. Puis, je peux pas vous dire pourquoi. C'est comme toi, probablement, quand tu arrives en Espagne, tu as le même feeling. Puis, quand j'arrive au Canada, ça, c'est sûr. Quand j'arrive au Canada, je sais pas où j'arrive. Alors que je devrais avoir le feeling inversé. Quelqu'un me disait cette semaine, je m'en vais telle place pendant les fêtes. Puis, il dit, c'est ça que j'aime à propos de notre beau pays. Il dit, on se promène en char partout, puis c'est immense, etc., etc. Donc, tu sais, eux autres sont très fiers. Moi, j'arrive chez nous, le gars me demande, les biscuits que tu as là, sont-ils déclarés? T'as-tu amené de la boisson? T'as-tu du tabac? T'as-tu acheté du linge? Puis là, il me fait bougonne. Il me bougonne comme si... Chris, je rentre chez nous. Peux-tu m'accueillir comme si tu es content de me revoir? Ouais. J'ai toujours pas l'air chez nous. Tu sais, ça m'énerve. Puis, donc, ce fond-là fait que probablement que j'ai calé l'affaire avant tout le monde. Tout le monde a ri de moi un peu il y a 2 semaines et demie, 3 semaines, quand je vous ai dit le dollar canadien va planter à 50 cents, confirmé par la sonde. Et on va venir tellement à genoux avec tout ce qui se présente, toutes les demandes de Trump. Puis on l'a vu hier, l'histoire de la douane à 1 milliard là, avec les frontières. C'est une joke, là. On ne réussira pas à convaincre Trump avec 1 milliard sur 6 ans pour essayer de protéger la frontière. Là. Oubliez ça, il va rire de vous autres. Là. Donc, encore une fois, on a démontré hier qu'on n'était pas sérieux. Là. Qu'on est prêt à endurer des tarifs de 25 % ce qui va complètement nous crisser à terre. Là. Ils n'ont pas eu besoin d'envoyer l'armée pour nous crisser à terre. Deux tweets. Il en a envoyé un autre cette nuit. Il l'a dit. Le 51e state du Canada, pourquoi on les subventionne à la hauteur de 100 milliards? Enough is enough. Il faut que le Canada devienne un État américain. Ils ne niaisent plus, les amis. Ils ne niaisent plus. C'est ça que les chroniqueurs québécois, les innocents de chroniqueurs et chroniqueuses québécois ne comprennent pas. Dans ces tweets-là, il y a une volonté. C'est pas une joke. C'est pas art of the deal. Il sait le potentiel. Il sait que dans 50 ans, si jamais on divise le Canada en 3 États, quand on va regarder le top 10 des 3 États, le top 10 des États les plus riches aux États-Unis, si le Canada fait maintenant partie des États-Unis, et les 3 États canadiens vont faire partie de ça.
Il le sait, le potentiel. Nous, on ne le sait pas. Nous, on n'a pas cette confiance-là. C'est pour ça qu'on est à genoux après 2 tweets. On n'a pas cette confiance-là. Et on n'a pas, dans notre ADN, ce que les Américains ont, une grande confiance, de voir les opportunités, de ne pas avoir peur du risque, de ne pas avoir peur. Ils ne tombent pas dans des folies comme nous autres, on tombe. Nous, on est en train de tout mettre le Canada en carreau pour des histoires de changement climatique, alors que vous m'en parlerez des changements climatiques. Comment ça se passe, des changements climatiques? Hein? Ça se passe comment? La neige une journée, là, ci, là, c'est comme ça a toujours été. Quelqu'un qui essaie de me prouver, essayez de me prouver, voir qu'il y a vraiment eu des changements climatiques. Mais c'est pas grave. En 2035, il n'y aura plus char. Il n'y a personne d'autre que nous qui est en train de faire ces règles-là. Il n'y a personne d'autre que nous. On est en train de se démolir nous-mêmes avec des politiciens complètement nuls. Comment se fait-il qu'on a encore Justin Trudeau à la tête du Canada? Parce que les Canadiens, d'abord, l'ont élu. Et après ça, on pourrait corriger ça depuis 1 an, 2 ans. Parce que là, il reste, de ce que je comprends dans le sondage de matin, il reste 10 sièges. Les libéraux, il reste 10 sièges. Ah oui. Ils sont quasiment disparus de la map, là. Au Québec, si on ne parle pas du Québec, le Québec, c'est une place de morons. Là. On parle de 60 sièges du Bloc ce matin. Là. Chantal Hébert, il croit encore. Là. Chantal Hébert, là, ça fait partie du problème des Canadiens. Donc, on n'a pas confiance en nous autres, on est faible, on est facile à mettre à genoux, ça prend 2 tweets, mais pas besoin de tanks. Tu sais, les Russes, mettons, on est à la place de l'Ukraine. Les Russes, pour essayer de nous annexer, n'ont pas besoin d'envoyer aucun tank. Donc, c'est pour de là, tantôt, ce que je disais sur l'Ukraine, bravo. Ben, c'est sûr que les Ukrainiens, ils ont... un, c'est du monde qui ont du chien. 2, ils ont une question. Ils sont unis. Au Canada, il n'y a personne n'est uni ici. Là. Non, il n'y a personne d'uni ici. Là. C'est un peu un pays fake, en réalité, le Canada. Là. Oui, c'est un pays fake. Une espèce d'union un peu bizarre, toujours bric-à-brac un peu. Ça veut dire une gouvernance un peu stupide au fil des années. Ça veut dire c'est un peu... ça n'a jamais été un vrai pays. On n'a jamais parce qu'on est en Amérique du Nord. Quoi. Parce que si on l'avait été, je ne sais pas moi, en Amérique du Sud ou à une autre place dans le monde, ce genre de pays-là, ça aurait été un trou de cul. Là. Imagine-toi le Canada, Afrique du Sud. On remplace l'Afrique du Sud. La place de l'Afrique du Sud, c'est le Canada. Non, il y a 52 pays divisés après 30 ans. Il n'y a rien à faire là. Donc, c'est quoi qui se passe, là? Là, c'est le chaos. Là. Je lis une chroniqueuse ce matin. Là, on va se le dire. Là, c'est le chaos. Là, c'est pas de la faute à Trudeau. Là. C'est de la faute à Donald Trump. C'est lui qui a crissé le bordel. Oui! C'est lui. C'est de la faute à Trudeau, à Trump. Là. Trump, il a crissé le bordel. Elle va écrire ça. Tabarnak. Je suis pas gêné d'une seconde. Non, c'est incroyable. Il a crissé le bordel. Il a fait 2 tweets, même. Madame, il a fait 2 fucking tweets. Vous êtes shaken même pour 2 tweets? Oui. Voyons, are you fucking crazy? 2 tweets! Et là, on regarde ce qui se passe. Juste dire, tu vois que le Canada, c'est un pays de cul puis un pays de marde. Tu sais, chamaillage, la bonne femme s'en va, la bonne femme s'en va, demande à Carney ou je sais pas trop quoi dans un couloir s'il veut être ministre, s'il veut présenter le budget. Carney veut rien savoir, pogne un long jeu de mur, l'Acadien qui passe par là, il donne la job. Le gars a 0 compétence pour faire ça en passant. Attends une minute. Puis là, on l'a su un matin que quand il a signé pour être ministre, il avait même pas lu la mise à jour économique. On l'a su un matin. Non, attends une minute. Là. Le gars, il signe. Je vais être le ministre des Finances. Il signe. Là, t'as-tu lu le bill? T'as-tu lu le cahier à côté? Il n'a pas lu le cahier. On va lire ça tantôt. Là. Il n'a pas lu le cahier. Hey, regarde, voici l'offre qui court sur le web, OK? Je sais qu'il y a eu des communautés notes en disant « Non, on n'a pas eu cette offre-là. » Les politiciens canadiens disent « Oh non, c'est plus une joke, c'est pas vrai. » Ne jamais croire un fucking clown politicien canadien, OK? Ne jamais croire ça. Donc, supposons que la rumeur est vraie. Voici l'offre qui serait sur la table, OK? Voici l'offre. OK? 1 pièce, 1 pièce. Ça, je l'ai déjà parlé de ça. Donc, en partant, OK? Si vous regardez comment coûtent les choses,
À partir de maintenant, vous allez aller au Home Depot près de chez vous, puis vous allez comparer le Home Depot que vous avez à Hollywood, en Floride, puis vous allez vous appeler un et l'autre, puis le prix va être le même. La seule différence, c'est que vous aviez $1 canadien, puis là, maintenant, vous avez $1 US. Donc, vous avez gagné combien? 40% et plus. Donc, ça veut dire que si vous aviez 100 000 canadiens dans votre compte, on fait des chiffrons, peut-être pas le montant. Je pourrais mettre 100 $, là, mais on va mettre 100 000 pour rêver un peu. Donc, si vous avez 100 000 dans votre compte, jour au lendemain, juste avec ce switch-là, vous avez 140 000 $. OK. Ça, c'est un test de QI encore, là. OK, en passant, là. Ça, si vous n'acceptez pas ce qui court en ce moment comme offre, puis il y en a qui disent « Ah, mais c'est tout des niaiseries. » Il n'y a pas de niaiserie là-dedans, là. Il y a un gars qui a besoin de donner du fuel à son pays et il voit une banque de ressources en haut qui vaut des trillions et des trillions de dollars, puis il y a une gang de caves qui sont en train de ne pas s'en occuper, sont ces pailles, les sacs de plastique, les ci, les ça. Exactement. Arrêtez de dire qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Là. C'est faux qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Chris, le gars, il y revient à tous les jours. Il n'y a pas de... Tu sais que tu penses que les Américains n'ont jamais parlé de même du Canada. Là. Jamais. On disait nous-mêmes, il y a 2 semaines, hey, le Canada, il ne se passe rien. Là, actuellement, le Canada, c'est le talk of the globe. Ah oui. On fait parler de nous autres à la grandeur. Pour la première fois de notre histoire, le Canada fait parler de lui comme jamais il a fait parler de lui. OK? Il y a un bout que c'est pas pour des bonnes raisons, mais l'autre bout aux États, jamais on a parlé du Canada de même. Et les Américains semblent vouloir nous prendre. Tu sais, il y a bien des pays. Les Américains ne prendraient pas grand pays en passant. Là. Pas sûr que si on parle du Mexique, les Américains sont si ouverts à ça que le Mexique. Là. Mais le Canada, ils sont prêts. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble, parce qu'on est des bons voisins, parce qu'on fait des échanges depuis toujours, parce que naturellement, on est fait pour être ensemble. On est quasiment pareil. Quelqu'un qui me dit « Oh, mais nous autres, on n'est pas Américains. » That's fucking not true. OK? On est Américains à 98%. Oui. Allez en Europe, vous allez vous rendre compte, vous n'êtes pas Européen. Ah non, on est le berceau de l'Amérique, Christophe. Arrêtez, là. Tu sais, on vient de la même patente. Là. Ben oui. Ça commence. Tu sais, on vient de la même gang. De quoi vous parlez? On vient de la même fucking gang. Donc, il y a de quoi qui traîne, là. OK? Donc, l'offre, le dark web, les gens qui s'amusent, OK? OK, on le garde pareil. Ben oui. Une pièce. Une pièce. OK, tu gagnes 40%. Test de QI, là, très simple. Si tu dis non à ça, t'es un cave. Oh, mais pour la reine, puis le dollar canadien, le loonie, ton loonie, t'es sûr de te torcher avec. OK? Ensuite, le système de santé. Tu vois pas de médecin, arrête, le système de santé. Tu payes comme un cave, tu payes comme un cochon, mais t'as jamais de médecin. Les gens vont à l'urgence, personne ne les voit, 39 ans, grande shape, le gars va au gym à tous les jours. Ah oui. Il se décourage, s'en va chez eux, crève chez eux. Vous êtes fiers de ça? C'est ça qui va faire que vous allez garder votre pays, puis vous allez refuser une offre de 1 pour 1 pour le dollar. Mais t'as peu, c'est pas fini. Ce qui traîne aussi, c'est ce qui traîne dans l'offre. Ben oui, on sait, là. C'est une offre pour faire jaser, là. Bon, c'est un genre de ballon, là. Mais Jerry nous le compte souvent, quand il y a un merge, quand il y a une compagnie qui achète une autre compagnie, il y a souvent un premium. Oui, il y a un premium, à l'action. c'est ça. Exactement. Okay? Donc, le premium qui court, c'est 60%. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu as 100 000, on te donne $1 canadien, $1 américain pour ton dollar canadien, tu tombes à 140 000. Et on te donne un premium de 60% sur le 140 000. Mets-les sur le 100 000 canadiens. Mets-les sur le 100 000 canadiens, premium de 100 000 avant qu'on fasse l'échange. OK, on tombe donc à 160 000, puis après ça, on fait la conversion. OK, on est dépassé 200 000. Puis, on ramasse la dette canadienne. La dette canadienne, 1,5 trillion, c'est la dette américaine de 36 trillions. Il ne sentent même pas. Là. C'est pas ça qui va faire la différence. Pour ramasser tout le stock qu'on a en haut, qui va leur servir pour leur économie, puis la position stratégique du Canada face à face à la Russie. My God. By the way, ça va être rendu notre économie aussi, là, comme on dit. Ça sera pas leur économie. Ça va être notre économie, sauf que on va peser sur le gaz à place de rester comme des grands niaiseux assis sur notre steak. Là. Et demandez donc aux gens de l'armée si ça leur tente d'être dans une vraie armée pour le fun. Ouais. Ben voyons donc, c'est sûr. Ben voyons. Donc, on crisse tout le monde dehors, on part des élections, on part un nouveau système, on crisse la majorité des fonctionnaires dehors,
On part avec quelque chose de neuf, mais on a de l'argent qui circule. Là. Il y a de l'argent qui circule. Il va se créer beaucoup de choses dans le privé. On va compenser pour les pertes du public, mais on va... Hey, laissez-nous rêver. Laissez-nous rêver, please. Ah, c'est où qu'on signe, là? Puis si vous n'acceptez pas une offre dans ce style-là, comme je disais, c'est un test de QI. Puis si jamais vous dites « Non, moi je tiens à mon Canada », avec une offre de même, sérieux, vous êtes un cave. Non, moi je suis prêt. Ben voilà pour le bout de Jeff Liberté de ce matin et de ce midi. Plus de Jeff Liberté, pas mal plus dans la version Prime. Un peu plus tard, on a Joe Hamel et juste avant, la boîte de Jerry. Et le mercredi, c'est la boîte de quoi? C'est la boîte du boursicotage. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une boîte de bourse. Il y a la dernière de l'année. Et présenté par qui, d'ailleurs? Présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. C'est nos amis. C'est l'ami des pirates. Et eux, il y a beaucoup de pirates qui rêvent d'aller vivre, d'immigrer aux États-Unis. Des professionnels, des entrepreneurs. Puis eux autres, la NAIA, ils vont vous guider. Ils vont s'occuper de vous pour pouvoir aller vivre aux États-Unis. Ce qui est le fun, c'est qu'ils vont... On s'entend dessus qu'il y a une complication, mais eux autres, ils vont tout rendre ça simple à un tarif beaucoup moins dispendieux que vous le pensez. Et si... donc, tu dis, moi, je rêve d'avoir ma business là-bas, je ne sais pas trop quoi faire. Les autres, ils ont accès, justement, à des franchises. Donc, des commerces... Puisqu'aux États-Unis, ils cherchent présentement beaucoup de franchisés, du monde pour ouvrir des franchises. Donc, les autres, ils vont vous guider là-dedans. Donc, ils sont tout à fait extraordinaires. Pour les rejoindre, pirate@gonaia.com. Pirate@gonaia.com. Et pensez à ça, là. Vous allez avoir votre visa pour vous, pour votre famille. Donc, c'est un rêve d'aller vivre aux États-Unis. Oui, c'est possible avec NAIA. On commence par quoi, mon ami Jerry? C'est sûr qu'il faut glisser un petit mot par l'histoire de Honda et de Nissan. C'est quand même big comme nouvelle. Donc, ils jasent, autres là. C'est pas officiellement. C'est pas officiel. Mais c'est sûr que ça va se faire. Mais quand on regarde dans le ranking, il y a un genre de ranking des compagnies de chars. Je parle de capitalisation. Les plus grandes compagnies. Honda est 14e, là je parle mondial. Honda est 14e, puis Nissan est 31e. T'as Tesla, Toyota, BID, Ferrari. Tout le monde, ils disent Ferrari. Oui, Ferrari, c'est la valeur boursière de Ferrari est en haut de plusieurs compagnies. Là. Ferrari, ça vaut une fortune. Je pense que c'est 80 au-dessus de 80 quelques milliards de valeur. Mais on est d'un grand, là, GM, Volks, puis Ford, puis regarde, on peut te les nommer. Mais mettons qu'il y a un genre de merge entre les deux, OK? Parce que ça ferait de cette nouvelle entité-là la 8e ou la 9e mondiale dans l'automobile. Donc, c'est pas rien comme move. Ce qui s'est passé un peu en bourse, le titre de Honda. Honda, le code à la bourse, c'est HMC à New York. Le stock a été stable. Et Nissan, qui est coté au Japon, a pris 20%. Et coté ici, le code ici, c'est NSANY. Compliqué? NSANY. Ça, c'est Nissan coté ici. Sauf que il y avait ça un ADR, dans le sens que le stock de Nissan, il est drivé à la bourse japonaise, la bourse de Tokyo, mais il est listé ici pour aller venir chercher des investisseurs, mais c'est pas drivé ici, c'est drivé là-bas. Donc, c'est
Il n'y a pas une division américaine ou nord-américaine. Non, du tout. Exactement, c'est drivé. Et la gang de Renault, on pensait que Renault sont dans les actionnaires majoritaires de Nissan, mais ils ont des places sur le board, mais c'est pas eux autres qui gèrent la patente. Parce qu'ils ont été questionnés, les autres, ils ont dit « Hey, qu'est-ce qui arrive? » Ben, les autres, on est là, mais on n'a pas de pouvoir tant que ça. Là. C'est un genre de 20% ou 25%, pour la faire de même, le Renault, là, dans toute la patente. Hey, les marchés boursiers, tu sais, mais je veux que tu me dises, toi, tu vois quoi là-dedans? Tu vois, tu sais, on le sait, là, écoute, je parlais avec Donald Teach, puis Ben, séparément, les deux, avant de partir, il y a à peine 2-3 semaines. Puis tu sais, c'est des gars qui en ont vu, ils sont là-dedans depuis qu'ils sont tout petits. Le père était là-dedans. Ils ont grandi là-dedans. Et ils ont dit, ils n'ont jamais vu ça, là. Tu sais, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu comment ça brasse en ce moment, comment ça se dessine. Tu sais, de toutes leurs concessions, GM va super bien. Mercedes est correct. Honda, ben c'est ça, là. Il y a comme ce point d'interrogation-là au-dessus, puis un genre de gros point d'interrogation au-dessus de la tête de Honda. Mais ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça, qu'est-ce qui se passe là. Et dans la discussion, on entend beaucoup parler des voitures chinoises, c'est clair. Oui. En Europe, c'est incroyable. Donc, en Europe, ils ont mis des genres de des genres de tarifs. Je pense que c'est-tu 15%, chose comme ça, sur les... Mais l'affaire, c'est que les Chinois vont rouvrir, là, je vois de mémoire, là, mais ils vont ouvrir une méga usine, là, je ne sais pas, en Tchécoslovaquie ou je ne sais pas trop où, là. Mais il y a beaucoup de véhicules chinois qui vont rentrer sur le marché européen. Là. Et qui n'auront pas de tarif parce qu'ils vont être produits à bonne place. Oui, puis le prix est très intéressant. Là, on parle de la voiture chinoise que j'avais vue. Qui va finir avec qui, tu penses? Qui va finir avec qui? Moi, tu sais, je vois... Ford a de la misère. OK, Ford, ils ont le F-150. Ils sont chanceux d'avoir le F-150. Mais je suis allé chez Ford récemment. Puis la personne chez Ford me dit, écoute bien, on n'est pas capable de suivre GM, nous autres, parce qu'on n'a pas de baisse de taux d'intérêt. Ils ne font pas assez de promotion sur les véhicules qu'on a dans les cours. Nos cours sont pleines. On a jusque-là. C'est sûr que si on avait des offres, les gens partiraient avec les chars. Mais là, en ce moment, on n'a pas d'offres. Donc, Ford est un peu fourré là. Il y a des bons produits, des excellents produits chez Ford, mais ils sont un peu... Les concessionnaires. Vous savez, c'est toujours été la guerre entre les concessionnaires et le constructeur. C'est pas d'hier. Là. Mais je dis, quand ça va mal, c'est encore plus la guerre. Donc, la gang de Ford, la gang de Dodge, Ram, ciboire, tough. Stellantis, beaucoup de problèmes. On va rester sur le marché nord-américain et on va regarder le marché japonais après, ou un autre tantôt. Est-ce que dans le marché nord-américain, d'après toi, ça va finir avec un constructeur? GM et Ford, l'union? Moi, je pense que tout le monde va finir ensemble. Ça serait quand même sauté, là. Mais c'est si Honda et Nissan se parlent, il y en a plein d'autres qui peuvent se parler, là. Les autres, c'était des ennemis jurés pendant longtemps, là. Et si les autres, ils peuvent se parler, il y en a d'autres qui vont se parler, là. Ouais, puis si tu me demandes où est-ce que je m'en vais avec ça, ça ne me surprendrait pas que Toyota les regarde faire tout ça, puis à un moment donné, Toyota va les regarder faire, puis ils vont dire « Boum! On vous achète tous les deux. Une fois que vous êtes mergés, c'est nous autres qui vous prend. » Parce que là, c'est plus... le contexte d'il y a 30 ans, puis le contexte d'aujourd'hui, à cause de ce qu'on vient de parler, à cause des Chinois. Les Chinois sont pas juste des faiseux de T-shirts anymore. Là. Ils sont en train d'innover. Là. Ils sont en train d'offrir des produits de meilleure qualité à meilleur coût. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, on ne peut pas juste contrôler ça avec des tarifs. Ultimement, à un moment donné, si on est comme consommateur nord-américain ou européen, puis on est capable d'avoir un char décent à 25 000 au lieu de le payer 60 000, bien, fuck les tarifs. Puis, s'il faut qu'il y ait quelques constructeurs qui crèvent parce qu'ils ne sont pas capables de suivre l'évolution puis comment ça change en ce moment, bien, so be it, je vais le faire, ils crèveront. Tu sais, c'est la base de l'économie, cette affaire-là, là. Que quelqu'un arrive, puis un joueur qui shake le marché complètement, puis que tout le monde a fait ses devoirs. Là. Quand les Japonais sont arrivés, tout a manqué de tomber, Jerry. Là. Je sais, mais au début, on fait rire d'eux autres, les Japonais, là, des années 70. Là, les Sud-Coréens aussi. Tout le monde a ri d'eux autres au début. Ben oui.
Donc, moi, déjà, Kia puis Hyundai, c'est pas mal la même famille. Ça va probablement être plus proche encore dans le futur. Donc, tu vas avoir la gang de Coréens. Moi, je pense qu'il va y avoir la gang de Japonais. Comment ils vont installer le patente? Comment ils vont merger ça? Je ne sais pas. Ils vont garder leur brand, ils vont garder toutes les patentes. Mais je pense qu'au niveau de la structure d'admin, puis de prod, puis tout ce que tu veux, j'ai comme l'impression qu'on va avoir juste un joueur par pays. Ça ne me surprendrait même pas de voir une méga compagnie. Toutes les brands vont être là. Tu vas avoir encore des Rams, tu vas encore avoir des... Même le principe des concessions avec tout ce que Tesla a fait. Si, mettons, j'étais propriétaire de concessionnaire auto, j'essaierais de savoir où c'est qu'on va être dans 20 ans. Est-ce que les gens vont magasiner leurs voitures sur le web? Oui, c'est ça, les habitudes. Est-ce qu'il va juste avoir des places de distribution pour aller chercher, puis il va juste avoir un garage? Pourquoi il y aura encore dans une ville 14 concessionnaires, mettons, Dodge? Il va y en avoir une place avec des garages qui vont faire du service. Puis tu vas avoir une place pour prendre ton véhicule que tu as commandé sur le web. C'est plus certain que ça va exister encore. Les salles de montre avec des vendeurs qui travaillent là, puis plein de monde. Je sais pas, mais il y a un chambardement incroyable. Et pour nous autres, c'est à la fin de la journée. Si cette guerre-là fait qu'on finit par payer notre voiture 10, 15 000 de moins qu'on la paye actuellement, so be it. Les meilleurs vont passer à travers, là. Faites-vous-en pas. Là. Les meilleurs concessionnaires, les meilleurs groupes de concessions vont passer à travers, les meilleurs constructeurs vont passer à travers. Ça a toujours été ça dans l'économie. Ceux qui se font nettoyer dans un changement de même, c'est ceux qui sont handicapés, c'est ceux qui sont mauvais. Mais ce qui arrive aussi, c'est que tes prix, je ne sais pas tous les détails, mais je prends l'exemple de Volkswagen parce que c'est l'exemple qu'on a eu le plus récent. Ça veut dire, à un moment donné, ils ont fermé une usine, puis Volkswagen, c'est la première fois qu'ils ferment une usine dans leur histoire. Ça a shaké. En Allemagne, là, ils ont été shakés. Donc, tu as des usines, tu as plein de monde là-dedans. Oui, tu as de la haute technologie, mais tu as bourré de monde, tu as des gros syndicats, tu as des gros salaires. À un moment donné, tu arrives de l'autre bord, puis l'autre, ils fabriquent des chars pour moins cher. Mais c'est le dilemme. Le dilemme pour le T-shirt, c'est le même dilemme pour le char. C'est la même patente. Là. À un moment donné, tu dis, on l'a vu, à un moment donné, ici, là, quoi, c'est la semaine passée, des commerçants ici québécois, ils disent, on ne peut pas compétitionner avec le stock qui vient d'ailleurs ou telle affaire. C'est comme la loi du marché d'une manière. Là, on est pris un peu dans ce modèle-là. Là. Qu'est-ce qui a mis en faillite GM et qui s'est fait sauver par le gouvernement américain? Là? C'est les fonds de pension. C'est le fonds de pension de GM. Ça veut dire, il le payait le pilule pour bander. Oui, il le payait. Les gars à retraite, ils se faisaient payer le pilule pour bander. Là. Les gars à retraite, là, c'est pas compliqué. Les gars travaillaient 25 ans. Donc, ils ont rentré, ils fumaient comme des cheminées. Ils mangeaient des... c'est quoi le petit gâteau américain? Ils mangeaient des gâteaux avec... Ils mangeaient des Twinkies. Coke. Ils mangeaient c'était Coke, 4 Twinkies puis un sandwich au jambon. Puis 2 paquets de cigarettes. C'est ça. Puis là, après, ils rentraient là à 20 ans. Puis 25 ans après, on doit à la retraite. Donc, à 45 ans, ils sortaient de là retraités. Là. Oui, et là, eux autres, ils disaient, eux autres, ils disaient, les actuaires de GM, ils disaient, à force de fumer des cigarettes de même, puis à force de manger des cochonneries, ils vont prendre leur retraite à 45, puis à 55, ils sont morts. Mais là, il est arrivé l'industrie pharmaceutique, on a commencé à avoir toutes sortes de pilules. Les docteurs ont fait des meilleurs patents. Ils sont à 78 ans, ils sont encore vivants, puis en plus, ils demandent des pilules pour bander parce qu'il faut encore des bonnes femmes. C'est ça. C'est ça qui a créé ça par la compagnie à terre. Je me rappelle pas du chiffre, là, mais il avait sorti un chiffre killer. Il disait quand GM sort quand l'auto sort de l'usine, il y a un montant de départ, c'est juste pour payer le fonds de pension et toutes les guidis qui viennent avec ça. Je veux pas j'ai pas la meilleure mémoire du monde, mais je pense que c'était entre 3 000 4 000 piastres du char. Ah oui, c'est une affaire de fou, là. Une affaire de fou, là. Mais GM aurait fait faillite, là. Si le gouvernement américain, c'est Obama qui était là. Si Obama ne sauve pas GM avec l'argent des citoyens américains, GM sont en faillite, là. Ford n'a pas pris l'argent du gouvernement. Ford, ils sont organisés par eux autres mêmes. Ça a brassé, là.
Mais GM s'est fait sauver. Là. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que le modèle d'affaires, puis c'est les chars électriques qui ont amené cette espèce de bordel-là, parce que les Chinois étaient comme en avance. Pas pour rien que Warren Buffett. Moi, j'ai souvenir. Là. Ça fait longtemps de ça, là, Jeff. Ça fait longtemps. Là. Quand il est embarqué dans le bid? Ben oui, Buffett est embarqué dans le bid là, il y a plus que 10 ans. Là. C'est une patente de 15 ans. À un moment donné, j'avais lu une chronique là-dessus. Buffett, investissement en Chine dans une compagnie. Personne ne connaissait la compagnie. Personne. Le bid, une patente en Chine. BYD. Allez voir pour les chars qu'ils font sur Google. Faites BYD Cars. Ouais, c'est ça. Ils sont pas mal 3e mondial présentement là, en valeur. Incroyable. C'est pas mal. Ils sont pas mal 3. Là. Je parle en valeur. T'as Tesla, Toyota puis BID. C'est incroyable. Hey, Buffett, c'est une machine. Ben oui, mais c'est ça. C'est des visionnaires. C'est des visionnaires. Ce gars-là, Buffett, il est vieux puis il va mourir. Mais ça veut dire, il va y avoir du monde qui vont prendre sa place. Mais maintenant, tu te dis, Buffett, il est rendu comme Yoda puis il peut vivre 800 ans. Buffett, il va continuer à faire des moves d'enfer. Ils ont ça, ils ont une vision. Ils ont l'argent, puis ils ont une vision. Mais dans l'automobile, c'est incroyable, le brassage. Mais qui aurait dit que Honda et Nissan ils allaient se faire des petits mamours? Qui aurait dit ça? C'est complètement capoté. Des petites nouvelles des marchés. Regarde, c'est pas pour faire paniquer. Là. On panique pas. Là. On s'entend-tu, là? Ça va bien. Ça va bien. Sauf que, des fois, il y a des petits signes. Je dis, mais ça va bien. Je sais. Ça va bien. Mais il y a des petits signes. Oui, mais ça va bien. Est-ce que le Dow Jones a perdu chaque jour un peu depuis à peu près une semaine? 9 jours. 9 jours de suite. 9 jours de bourse. La bourse est pour ouverte le dimanche puis le samedi. Donc, ça veut dire 9 jours ouvrables. Donc, c'est 2 semaines. Donc, ça fait quasiment 2 semaines. Donc, Dow Jones, l'affaire, c'est qu'il n'a pas perdu. Dow Jones a perdu hier, il a perdu 260 points hier. 260 points. Il n'y a rien pour écrire à sa mère, 260 points. Sauf que ça fait un peu Noël, je veux dire, ça fait un peu Noël. Oui, mais ça fait que le Dow Jones est passé de 45 100 à 43 500. Là, je parle en date d'hier. Okay? Donc, c'est 1600 points. 1600 points en 9 jours. C'est pas, tu dis, mais l'affaire, c'est que à chaque jour, t'es rouge. Rouge. Alors, vas-tu en avoir une verte de temps en temps? Non. Rouge encore. Ils n'ont pas vu ça depuis 1978. Là. Donc, une petite dérape. Ben, c'est souvent de même. Tu sais, à la bourse, tu as si on peut dire, les genres de corrections. Tu as des corrections, tu as des genres de crash, des affaires de même. Mais tu as des slides. Et ça, c'est une petite slide. Dans le sens que ça paraît pas trop, on s'en rend pas trop compte. De coup, tabarouette, on va-tu en avoir une verte de temps en temps? Rouge encore. Rouge encore. Tu dis, ouais, OK, c'est beau. C'est incroyable. Mais on est un peu, on est un peu éberlué par Tesla, parce que Tesla, là, c'est le contraire. C'est vert. À un moment donné, il va y en avoir une rouge. Non, c'est vert. Mais Tesla, Jeff, depuis que Trump est élu, Tesla a doublé. Là. 240 $ à 479 $. Mais 480, là, ça ne se prend pas pour une pièce. Tesla a doublé. Là. Comme capoté. Et là, le prix cible, parce que c'est Mizuho, la grosse banque d'affaires, Mizuho vient de mettre un prix cible sur Tesla. Puis là, ils disent, ouais, Tesla, il monte tout le temps. Là, ils ont mis un prix cible à 515, eux autres. Donc, il était à quoi? 479. Quel ride incroyable que j'ai manqué. J'en ai manqué beaucoup de rides dans Tesla parce que je n'ai jamais été actionnaire de ma vie de Tesla. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai manqué la ride. Je me promène dans mes histoires de boursicotage de fin d'année. Tu sais, il y a les grands gagnants boursiers de l'année, même depuis un peu plus même. Il y a les stocks qui ont roulé beaucoup. Puis j'en ai parlé beaucoup, mais là, j'en glisse un petit mot pour une affaire. Le printemps passé, on était là-dedans par-dessus la tête. Tout le piquage de bédaine, tout ce qui s'appelle
Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Après ça, là, tu as Rybelsus. Rybelsus, ça, c'est la pilule. Rybelsus, c'est la pilule d'Ozempic. On va dire de même. Là. Donc, ces compagnies-là, c'est Novo Nordisk. Les Danois. Après ça, tu as Lilly Eli, l'Américain, avec Mounjaro. Donc, eux autres, c'est eux autres qui ont profité énormément de cette folie-là. Il y a eu une folie boursière aussi. C'est ça l'affaire, c'est que, oui, tu as eu une demande d'enfer, puis après ça, à un moment donné, les statistiques sortaient, c'était à l'enfer. Tout le monde se pique la bedaine. C'est-à-dire, ça, tout le monde. Puis à un moment donné, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Puis là, les earnings sortaient, les trimestres sortaient, c'était le bordel. Là, les stocks ont monté en fou. Tu as un stock comme Novo Nordisk qui a monté quoi? C'est-à-dire, il est passé, en moins de 2 ans, il est passé de 30$ à 150$. Lilly est monté, il était dans 280, 300$, un peu dans ce coin-là, il est monté à 900. Wow! Mais là, l'affaire, c'est que, là il y a comme, je comprends, quand tu montes comme ça, il y a des petites prises de profit en t'en allant, mais là, il y a eu une prise de profit. Là. Dans les derniers mois, il y a eu une prise de profit, mais là, c'est plus qu'une prise de profit. Parce que tu regardes Novo Nordisk, le stock, le code, c'est NVO. Novo Nordisk, qui est. En ce moment, le stock taponne dans le coin de 105 105, 108, 104, 108. Ça taponne là-dedans. On n'est plus à 150, là. On n'est plus là. Lilly, il était dans les 900. Là, il taponne dans les 700. Il taponne dans les 700. Mais c'est quoi ce taponnage-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, les statistiques sortent. Le monde se pique la bédaine à tour de bras, c'est le festival. Ouais, mais attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Mm-hmm. Bien, il se passe en ce moment, c'est qu'il y a une attente. L'attente, c'est parce que la bourse, c'est toujours le futur. Là, le futur, on est dedans, parce que là, OK, ça se pique la bédaine. Le monde maigrit, ça se pique la bédaine, c'est le fun. Et là, l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de recherches aussi, beaucoup d'investissements sur un peu le futur de ces produits-là, les autres utilités des produits. Ça, c'est excessivement intéressant. Il y a justement des études très prometteuses. C'est sûr que c'est des études précliniques, mais des études, parce que le stuff, là, le sémaglutide, donc le stuff, la molécule, si je peux dire, les dernières études très intéressantes par rapport à ça, ça pourrait, protéger le coco. Donc, ceux qui font de l'Alzheimer, les problèmes neurodégénérescence, là, donc, à petite dose, tu pourrais ralentir, mais on est en préclinique, là, ça pourrait ralentir l'Alzheimer. Il y a plein de choses de même le fun. Mais ça, c'est le côté le fun. Mais il y a l'autre côté, pas le fun. Parce qu'à mesure que tu fais des études sur ces produits-là qui sont fantastiques pour le diabète, à la base... Tu dois trouver des affaires qui sont moins fun. Voilà. Parce qu'à la base, là, c'est un produit fantastique. Produit dans le sens que c'est fantastique. Ça sauve du monde pour le diabète. Ça fait la job. Et après ça, pour maigrir, ça fait la job. Mais comme on vient de dire, tu fouilles pour d'autres utilités. Mais tu trouves des mauvaises utilités, si on peut dire. Donc, les effets secondaires. Oh, il y a quelques effets secondaires. Ouais, mais là, il y a plus que ça. Là, il est sorti une étude danoise. Puis c'est cette étude-là, il y a eu 2 études, en fin de compte. Puis, by the way, Novo Nordisk, c'est danois. Hein. C'est pas... il y a 2 études qui sont sorties. Puis les études, ça ressemble pas mal. C'est que les gens de 50 ans et plus, OK, qui utilisent, mettons que Jerry utilise l'Ozempic. OK, Jerry veut perdre la bédaine un peu, puis regarde, le médecin, il embarque avec moi, l'Ozempic. Mais vu mon âge, 50 ans et plus, c'est ce qui est sorti comme étude, vraie étude, là, se sont aperçus que ça pouvait augmenter les risques de maladies oculaires. Donc, les gens, il y a un pourcentage, parce qu'il y a déjà des maladies oculaires par rapport aux gens qui font du diabète.
Et ça, c'est connu. Mais il y a des maladies spéciales, il y a des dérivés de ces maladies-là. J'essaie de l'expliquer dans mes mots. Il y a des genres de dérivés des maladies qui, en ce moment, sont augmentés. Donc, ils voient des problèmes qui n'existent pas. Puis là, ils s'aperçoivent que ces problèmes-là, c'est du monde qui prennent de l'Ozempic puis ils sont plus vieux. Ils sont en haut de 50 ans, 50, 60 ans. Ils shootent la bedaine et ils ont des problèmes qu'ils n'avaient pas avant. Donc, la vision floue. C'est plate d'avoir la vision floue tout le temps, là. Il n'y a pas une paire de barniques qui arrange les affaires. Là. Donc, il y a du monde qui... Mais c'est ça l'histoire, Jeff. Jerry, tu connais ton chum Jeff. Oui. Je sais. Au début, il l'a dit, hein? Les astis de patentes d'Ozempic à tour de bras, on saute là-dessus à pieds joints, on vient de se rendre compte que ça fait une job au lieu de bien manger, puis de faire du sport, puis tout ça, on évoque une solution magique. Voilà, mais il faut le dire, Jeff. Oui, mais on savait qu'il allait y avoir un downside à ça quelque part. Ben là, le downside, il est là, le downside. Le downside, c'est que plus que tu pousses dans la recherche, parce que eux autres, quand c'était accepté, ces produits-là, oui, ils ont des effets secondaires. Mais là, à fur et à mesure qu'ils font la recherche puis qu'ils poussent pour trouver d'autres utilités, ils tombent sur des affaires pas fines, des affaires plates. Et là, c'est plate de savoir qu'il y a d'augmentation assez importante de personnes de 50 ans et plus qui prennent ces produits-là et qui commencent à avoir flou un peu. Là, c'est pas mal dole à savoir. Là. Je te parle des études. Mais c'est pour ça que je sais ce que tu as dit dans le temps. Quand j'ai vu ça, là, j'ai pensé à toi là. Quand je disais ça, je dis Jeff, sa boule de cristal. Tout nouveau, tout beau, c'est le fun, c'est efficace. Mais à un moment donné, il va y avoir un mauvais côté. Moi, j'ai dit que jamais gros, j'aurais pris ça. J'aurais attendu des années avant de voir quelles sont les séquelles de prendre ces affaires-là pour essayer de maigrir. Parce que, regarde, je sais, tout le monde s'est garoché là-dessus comme en fou parce que c'est magique. C'est magique. Parce que l'histoire de l'œil, c'est que tu as une diminution de flux sanguin dans ton œil. C'est ça le problème. Puis ça ne se règle pas avec des barniques. C'est ça le problème. C'est ça l'étude. Les deux études. Oh! Il y a une petite boîte. Ben voilà, le premier bout de boîte boursicotage du mercredi est fait. Si vous en voulez plus, on a un autre 30-40 minutes dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill. Right? Je vais peut-être pogner mon ouverture un peu plus tard, mon ami Joe, mais c'est drôle parce que j'entends Trump. Puis je disais, en résumé, ça a pris quand même. Bon, il y en a fait 3 ou 4, là. Puis je sais que Eric Trump l'a rajouté quelques minutes, mais ça a pris quand même 2 tweets, entre guillemets, là, parce que c'est sur une autre plateforme, mais on comprend. Ça a pris 2 tweets de Trump pour colisser le bordel au Canada, là. Et ce que je disais, c'est que j'ai finalement, même si moi, l'histoire de l'Ukraine-Russie, j'en ai rien à foutre, mais regarde, je fais un thumbs up aux Ukrainiens qui t'offrent devant une des plus grandes armées du monde depuis 2 ans, aidés beaucoup par nous autres et notre cash, il faut le dire. Mais au moins, ils se tiennent debout. Nous, ça a pris 2 tweets. On est à genoux, on est comme... La place est virée de bord. Quelle semaine de fou encore. Puis qu'est-ce que ce gars-là fait encore à résister comme premier ministre ou comme... Moi, je veux qu'il reste comme chef, là. Je veux qu'on y sac une volée à la prochaine élection. Mais qu'est-ce qu'il fait à tenir au pouvoir absolument? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est pas un pays sérieux, là, le Canada. Là. On devrait être expulsé du G7, premièrement. Là. C'est pas un pays sérieux. Écoute, on n'est pas capable de... actuellement, le gouvernement du Canada est non fonctionnel. Là. C'est pas rien, là. Je veux dire, c'est pas une petite... Tu sais, on a des petites sociétés, des petites micro-caps, puis on n'est pas capable
d'avoir un président qui part sans le remplacer immédiatement. Je veux dire, on est régi par des règles extrêmement sévères. Toutes nos finances sont scrutées à la loupe, etc. Mais là, vous êtes un pays du G7 avec une économie de pratiquement 2 trillions de dollars où la ministre des Finances crisse le camp la journée de la mise à jour économique. Le dollar in free fall. Je veux dire, c'est un shit show total, cette affaire-là. Là. Mais pourquoi... C'est quoi derrière lui? Tu sais, moi, je me posais la question hier, à savoir, y a-t-il un fond d'un monarche un peu derrière lui? Tu sais, il était élevé dans la famille Trudeau. Je comprends que le bonhomme ne devait pas être là tellement, puis c'est la bonne femme qui l'a élevé, mais il y a comme une genre de... La famille Trudeau égale souvent monarchie canadienne. On dirait que c'est comme un droit qui lui est acquis, puis il n'est pas en train de réfléchir tant ça. Tout le monde dit il fera pas les entrevues de fin d'année, il est en train de réfléchir à son avenir. Hier, j'ai écouté son discours, le gars réfléchit zéro. Là. Il est all-in encore comme PM, comme si il ne se passait rien. Là. Écoute, c'est une espèce de gaslighting incroyable, puis faut arrêter de faire le lien. Écoute, son père était autrement plus intelligent que ça, là, avait un sens politique beaucoup plus aiguisé, puis je pense pas que il se serait obstiné à rester de cette façon-là. D'ailleurs, ça, j'avais une discussion hier à un lunch. Là, les lunchs de fin d'année, ça commence à 11h30, puis ça finit à 4h30. Là, c'est rendu difficile à cette période de l'année-là sortir. Mais je disais justement, il me semble qu'à un moment donné, tu as un entourage qui voit si... J'espère à un moment donné, si je me ramasse quelque part où j'ai pas d'upside puis je m'obstine à rester dans une situation perdante de même. J'ai du monde qui va me sortir de là. Il y a quelqu'un qui va venir, j'ai une couple de chums qui va venir me shaker. On dit là, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis là, en fait, c'est le pays est otage. Le pays est otage de ce gouvernement de fin de régime. Là, d'ailleurs, tu as vu le Toronto Star. Le Toronto Star demande la démission de Trudeau. Il y a la presse. Qui est le journal. C'est le journal des libéraux. Là. Le Toronto Star, c'est le journal pro-libéral numéro 1 au Canada, plus que le Globe and Mail encore. Là. Exactement. Puis tu as la presse aussi qui subsiste, qui survit grâce aux subventions directement liées à l'administration Trudeau. Et là, c'est drôle là, que les gens ont du courage. Là, ces éditeurs-là ont finalement du courage de demander la tête à Trudeau quand il est pratiquement rendu mort. Là. Donc, c'est la fin. Il n'y a plus rien. Écoute, puis c'est ça que les gens doivent comprendre, et je m'obstine à le répéter à toutes les fois. La politique, c'est pas la gouvernance par des gens comme ça, c'est pas rationnel. Les gens pensent toujours que c'est des gens qui sont assis devant... les gouvernements, c'est des gens assis devant des dizaines d'écrans, puis ils essayent de prendre les décisions les plus efficientes pour vos familles, pour les entreprises, pour l'économie canadienne. C'est pas ça. Ces gens-là, ils ont des incitatifs, ils ont des agendas qui ne sont pas optimales pour le Canada. Là. C'est des gens qui ont les leviers du pouvoir entre les mains puis qui vont tout faire pour rester au pouvoir, quitte à endetter le Canada. Puis d'ailleurs, le Bloc et l'NPD ont contribué à endetter le Canada de plusieurs dizaines de milliards encore. Répétez ça. Vous êtes complices de ça. Vous êtes complices de ça malgré votre petit jeu politique, votre petite pièce de théâtre, là. Yves-François Blanchet, oh non, on ne supporte plus ce gouvernement. Vous êtes directement complice. Vous ne méritez pas un esti de siège dans la prochaine législature. Mais là, il y a un sondage matin qui montre que c'est une déroute totale du Parti libéral. Je pense qu'il resterait 10 ou 12 sièges, d'après ce que je comprends, 12 ou 15, je sais pas, mais pas plus que ça. Et entre autres, le Québec s'effronte, puis le Québec on remplacerait les libéraux par 60 députés du Bloc. Là, si c'est ça, là, moi, sérieux, il va falloir commencer à penser à mettre tout de suite au CHSLD tous les boomers du Québec, là. C'est ça qui nous amène là avec... Ils font pas le lien à ce que tu viens de faire. Comment ça se fait que les gens de 65 ans et plus qui écoutent la TV à longueur de journée, nos parents, sacrément, comment ça qu'ils sont pas capables de faire le lien entre le gars du Bloc qui est complice avec Trudeau, puis ils haïssent Trudeau, ils veulent le mettre dehors, puis finalement, ils vont voter pour son complice, son ami, celui qui les a tenus. Comment ça qu'ils ne font pas ce parallèle-là? Pourquoi ils ne sont pas capables de faire cette gymnastique intellectuelle-là? C'est drôle parce que les boomers, c'est quand même une génération qui est quand même obsédée par l'argent, là, dans le sens... Chris, il me semble qu'ils font rien que parler de taux d'intérêt, puis moi, quand j'ai eu ma première maison, le taux d'intérêt était à 20 ouais, c'est correct pas, là. Tu sais, c'est toujours... Ils répètent toujours les mêmes styles de trucs par rapport à l'économie. C'est important de ne pas avoir de dette. Puis là, finalement, regarde, ils votent pour des imbéciles de même, les yeux fermés. Tu sais, il y a une espèce de paradoxe incroyable entre la gouvernance du pays. Oui, mais là, Trump est dangereux, là, c'est la division et Poilievre. Il est toxique. Non, c'est parce que c'est un gouvernement de bouffons, puis j'inclus là-dedans la CAQ. C'est des gens, ça veut dire c'est des déficits historiques qui vont piler sur la dette. C'est possible que le Canada se remette pas de ça, là, guys. Là. C'est possible que le Canada soit rentré dans une genre de spirale
Parce que je veux dire, le coup de barre nécessaire pour ramener ça à flot, est-ce que la question demeure, puis je veux dire, je suis 100% derrière Poilievre puis son futur gouvernement jusqu'à preuve du contraire, est-ce qu'ils vont avoir le courage de faire des choix politiques nécessaires pour ramener ça, pour ramener la barque, là? Parce que là, je veux dire, ça commence à être très dangereux, là. Dollar a passé sous les 70 cents US, exact. là. C'est Oui, un 20-year, un creux en 20 ans. C'est pas arrivé depuis 2003, là. Oui. Puis, moi, on avait collé à la shot, on avait déjà parlé. Hier, Régent nous disait qu'il avait passé la soirée avec Pierre Lassonde samedi soir. Puis Pierre Lassonde, il a confirmé que lui, il ne voit pas autre chose que 60 cents, puis même si ça continue, 50 cents. M. Lassonde, qui aurait tous ses papiers pour s'en aller, je pense, du côté de la Suisse, ça serait quasiment fait là, dans les prochains jours. Donc, pour vous montrer que tous ceux qui vont nous permettre de sortir la tête de l'eau quittent en ce moment parce que, regarde, un, ils le peuvent, ils ont le moyen de le faire, puis deux, sont assez bright pour le faire. Mais nous autres, ça n'améliore pas notre cas 0-0-0. Christian Freeland, le genre de cri du cœur de certains, elle est combattante, elle s'est tenue debout. Voyons donc, what the fuck is that? Non, puis en plus, d'ailleurs, il y a un excellent, j'ai posté dans notre groupe, puis je pense que j'ai retweeté, il y a un excellent éditorial du National Post qui dit arrêtez de célébrer l'espèce de mouvement courageux. Elle s'est fait mettre dehors! Elle a juste devancé son move pour se faire un petit peu de capital politique. Puis en passant, elle est complice de ce gouvernement de bouffon-là depuis le début. C'est elle qui avait dit en riant qu'elle allait saisir le compte de banque du monde. Ben voyons. Hey, c'est des fucking nazis, ce monde-là. Là. Cancellez-moi ça, puis coup de pied dans le cul en dehors du gouvernement, puis ça presse. Que là, on célébrait ça. Puis là, je voyais le CIJA, le comité juif canadien, féliciter Chrystia Freeland pour sa prise de position envers les communautés juives. Son grand-père, c'est un SS, ou son arrière-grand-père, whatever. Oui. Non, mais tu sais, c'est complètement débile. Là. Je veux dire, le Canada, c'est pas un pays sérieux. Là. Le Québec non plus, il n'y a pas d'adulte en charge. Mais on dirait que les libéraux, on dirait que la gauche médiatique a choisi le successeur déjà de Trudeau et qu'ils veulent que ce soit elle. C'est le feeling que j'ai. Ils essaient de redorer son image. Mais si c'est elle, gars, ça va être le même résultat. Si elle veut venir se faire planter, fine. Puis j'ai jamais compris c'était quoi l'équation, c'était quoi je te dirais, le path to victory de Mark Carney. Je veux dire, le gars, il est pas cave à temps plein. Pourquoi il rentrerait par la porte en arrière, non élu, d'un gouvernement qui va se faire lessiver, quand il peut juste attendre, il est dans des jobs qui fait peut-être 5-6 millions par année, le gars voyage en business. Puis là, non, c'est ça. Fait que, il va attendre le prochain cycle que toute cette vague conservatrice-là, qui va probablement durer 10 ans dans l'Occident, passe. Là. Il n'y a aucun upside d'aller là. Voyons, passer avec D'ailleurs, en parlant de ça, c'est probablement lui payé en genre de consultation qui a donné un coup de main parce qu'il y a comme eu je pense que Trudeau lui a donné un poste honorifique, là, mais c'est probablement lui qui est le gars qui regarde les budgets pour vrai puis qui dit, regarde, je vais vous donner des petites notes avec des stickies jaunes, là, puis vous allez... Puis là, ils ont donné ça à un gars, puisque Jerry nous disait ce matin, c'est que le babysitter de Trudeau, à qui il a donné le poste, quand il est allé voir la gouverneure générale, il était à quelques minutes de dévoiler le budget, l'énoncé budgétaire, et il ne l'avait pas lu. Non. Quand il a signé, ça a été dit à Radio-Canada ce matin, quand Leblanc a signé le papier, il n'avait pas lu il avait rien lu. Là. Il était allé... il longeait les murs dans le Parlement. Trudeau a levé la main, il dit « Viens ici, tu signes là. » Puis lui, il accepte les derniers alliés de Trudeau, là, le plus proche cercle, c'est comme le film La Chute, là, la scène célèbre là, de Hitler dans son bunker. Là, puis il reste juste les généraux proches. Là, il pète des fuses, puis il invente il bouge des armées virtuelles sur sa carte. Là, ben là c'est ça que fait le gouvernement Trudeau à l'heure actuelle. Là. C'est vraiment la fin de régime. Je veux dire, sortez-nous de notre misère, là, à un moment donné. Là. Je veux dire, il n'y a plus... Ça va prendre quoi, là? Tu sais, c'est incroyable. Là, c'est sûr qu'on rentre, c'est ce qu'on disait tantôt. Je pense qu'il n'y a plus de vote, il n'y a plus de journée de l'opposition. Le Parlement est sur le bord. Ben, le Parlement siège-tu encore? Je pense que non. Ou sur le bord de plus siéger. Fait que là, ça va aller probablement au retour des fêtes. Fait que là, lui, Trudeau, il sait là, qu'en allant dans les fêtes, il va avoir un break. Là. Fait que, ça va être quoi le retour? Là, ça va probablement... Je veux dire, ça a quand même accéléré les choses, là, cette histoire-là, parce qu'on voyait pas d'élection, parce que c'était potentiellement le printemps, mais plus assurément l'automne. Là, les chances, les odds pour le printemps, le budget, disons, reviennent quand même en force. Là. Mais là, hier, là, ils ont comme annoncé, ils ont levé le drapeau blanc sur l'histoire de la frontière, là, on va se le dire. Tu sais, le milliard sur 6 ans
avec quelques gadgets, puis un hélicoptère qui passe, puis des patentes de même. Ils pensent qu'ils vont acheter Trump avec ça. Ils sont mêlés en crise, là. Et ça n'arrivera pas, là. Je veux dire, ça, là, on est en train d'envoyer le message que finalement, si on n'est pas un État américain ou s'il n'y a pas un bouclier alentour de la patente, les frontières, nous autres, on ne sera pas capable de gérer ça. Là. C'est le message qu'on a envoyé hier. C'est un genre de plan vite fait, écrit bien vite. On garoche un montant d'argent. Oh, il faut que tu vérifies écrit en petit en bas que c'est sur 6 ans, non pas par année. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quoi avec 150 millions par année? C'est quoi ça faire là? Non, je pense qu'on n'est pas au stade où de discuter, tu sais, les fonctionnaires discuteront des détails entre eux autres. Là. Je pense que là, actuellement, ça prend des signaux clairs. Puis, tu sais, en fait, Trump, actuellement, il est comme les Canadiens avec les sabres hier en troisième période. Il s'amuse avec sa proie. Là, les gars se font des passes dans la zone, ils essaient de faire des points, puis ils s'amusent. Là. C'est ça qu'il fait, là, Trump, à l'heure actuelle. Il rit du Canada. Je pense pas qu'il y a de long shot. Là, j'entendais quelqu'un récemment. Quelqu'un avec la même théorie que toi, Jeff, qu'il y avait un long shot là, de Trump pour prendre possession du Canada. Moi, je pense qu'il n'y a rien de ça. Là. C'est vraiment c'est purement des lignes qui sont envoyées parce que le monde pogne, ça a de l'attraction, puis il sent qu'il y a du momentum avec ça. Mais sinon, je pense pas qu'il y a de réels plans avec ça. Là. Puis là, ça serait, écoute, si vous voulez, en fait, fine, si ça initie une discussion sur une potentielle, sans être une annexion, une espèce d'alliance plus intégrée avec les États-Unis, ne serait-ce que monétaire, là, regarde. Oui, pourquoi qu'on a l'esti de dollar canadien, là? Je veux dire, on fait quoi avec ça? Je veux dire, personne veut ça. Vos dollars canadiens, c'est des coupons pour l'essence puis l'épicerie. Il n'y a personne qui veut des dollars canadiens, à part les compagnies qui sont pognées ici pour payer des taxes et des impôts. Là. Non, mais en réalité, on n'a aucun intérêt d'avoir... le comment on va le faire, on ne sait pas. Là. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers quelque chose, une intégration quelque part. Parce que, tu l'as dit en ouverture, les dommages qu'on va faire à l'économie, c'est que là, c'est quoi, là? On va se ramasser à combien? À 54 cents, 57 cents, 58 cents? C'est quoi le meilleur qu'on peut avoir? À partir de là, c'est comment on sauve la face? Qu'est-ce qu'on négocie? Ça va-tu finir par un pays? Ça va-tu finir par un État? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que à la grandeur du monde, c'est un peu ce que l'Union européenne a fait à un certain moment donné. Je veux dire, on enlève les frontières, on fait une monnaie commune, etc., etc. On nomme une gang de clowns qui gèrent patente de main. Mais dans un contexte où il y a deux pays, tu n'as peut-être pas besoin de toute cette patente-là que l'Europe a faite. Mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui s'en vient comme ça. Si on continue à agir comme on agit là, parce que là, on s'appauvrit à vitesse grand V. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le futur si on a une pièce à 60 cents ou à 55 cents, puis que là, on est bourré de tarifs, puis etc., puis l'un, il se bat, puis il se dit, il faut absolument que tu montes le nombre d'achats que tu fais. Je comprends que ça ne montera pas à 100 milliards, mais comment on va faire pour acheter même 25 milliards de plus avec une pièce à 55 cents? Comment on va faire? Tu sais, on est comme là, poigné. La dynamique est dans une situation inverse. Là. Les États-Unis ont encore relativement un plein d'emploi. L'inflation remonte un peu. Là. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'activité économique dans le dernier mois. Nous, c'est l'inverse. L'inflation chute et le chômage monte, puis il baisse encore les taux. Là. Ça veut dire que le spread je veux dire, la politique monétaire de la Banque du Canada et de la Fed sont actuellement quand même à des années-lumière, là, même s'ils sont dans la même direction. Là, ça commence à être dangereux, la différence entre les deux. On peut se poser la question, je dirais tantôt, tu sais, théoriquement, tu dis, on devient une alliance monétaire. La Banque du Canada devient membre du réseau de la Fed. Ça devient membre du réseau des réserves, puisque la Réserve fédérale, c'est un réseau de réserves de banques indépendantes. La Fed de New York, la Fed de, je pense, c'est Cleveland, Saint-Louis, un paquet de Fed. La Banque du Canada, ça en devient une. Chris, le Canada, c'est quoi? C'est 45 millions? Je veux dire, c'est un État qui est relativement populeux, mais en termes d'économie, là, c'est moins riche. C'est moins riche que le Texas. Ben oui, c'est moins gros que le Texas. Le Texas puis la Californie, ça serait un des gros pays dans le monde. Là, fait que il faut réaliser à quel point on est intégré et on est dépendant de notre voisin. Là. Fait qu'arrêter l'espèce de déchirage de Smith puis de fierté. Puis par-dessus ça, t'as l'espèce de fierté caribou que nous, les Québécois, on est mieux que ça. D'ailleurs, il y en a un qui faisait une bonne observation au lunch hier. Il disait c'est comme si le Québec, on avait déclaré victoire. Tu sais, les boomers, maintenant, ils ont déclaré victoire. Nous, on a un système de santé, on a des bonnes jobs, on a gagné, c'est fini. Fait que ça fait comme 30 ans on se fait ramasser de tout part, de côté. Chris, les pays de l'Europe de l'Est sont mieux que nous autres en tout point. Mais là, non, nous, on construit plus de centrales électriques, il n'y a plus de croissance économique,
le 50% de l'économie dépend de l'État. Mais ça dépend d'une espèce de, je dirais, d'une atmosphère puis d'un feeling collectif qui est comme, le Québec, nous autres, on a réussi puis on est juste assis dans le peloton. Puis Chris, on va se faire amener jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais c'est pas vrai. On est dans le peloton de queue, câlisse. On est un des États les plus pauvres en Amérique du Nord. Il n'y a pas d'investissement privé. Comme je disais tantôt, 50% de l'économie dépend de l'État. Tu as un niveau de pauvreté en hausse. Les gens ne sont pas capables d'acheter des maisons. Tu as 2 professionnels ensemble qui ne sont pas capables d'acheter des régions, même des maisons, même dans les régions du Québec. Et tu vois que ça marche pas. Toutes les métriques sont down the drain. Puis ils sont encore dans ce style de gaslighting-là que, on est une des meilleurs endroits au monde où vivre. Puis là, ils nous sortent, mais on a une meilleure espérance de vie qu'aux États-Unis. Vous vivez pauvre, ça donne quoi? Oui, puis en plus, c'est des chiffres qui ont été débunkés. Il faut lire Vincent Geloso là-dessus. Ben oui. Ça va être facilement paquet de cherry débunkable. picking là-dedans. Là. Ben oui, exact. Puis en même temps qu'il se passe toute cette tragédie-là, t'as une ministre, supposément la future première ministre du Québec, qui est assis avec un genre de maire enragé qui raconte n'importe quoi. Et là, ils font à croire qu'on a besoin d'un train alors que la province est 11 milliards dans la marde, que sa dette a explosé beaucoup plus vite que budgété il n'y a même pas 6 mois. En même temps, le fédéral, qui est supposé d'être ton financier numéro 1, et lui, il en marde encore plus que jamais été. Ces gens-là font une conférence de presse comme si tout est beau. Et le futur premier ministre, je veux dire, c'est pratiquement assuré, là, a annoncé d'avance qu'il ne participerait pas au financement. Mais ça, c'est une autre affaire complètement folle. Ça ne peut pas arriver dans d'autres domaines, ça, où, mettons, tu arrives dans un board, tout le monde est contre toi, tu sais que tes clients en veulent pas, tu perds de l'argent, mais là, tu arrives avec un projet que personne veut, puis tu fais une annonce. Je veux dire, tu vas te faire crisser dehors dans la semaine, dans la journée même, là. Ça peut pas arriver des choses comme ça, c'est juste possible. En fait, moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Ce que la CAQ a fait, ce que Guilbeault a fait, ils se sont débarrassés du projet, ils ont kick la canne down the road. Là, le cave à Marchand, lui, il a gobé ça, puis il célèbre, mais au final, il n'y aura pas de projet. Puis ils se sont achetés du temps, là, parce que je pense pas qu'il va y avoir... ça n'arrivera pas, ce projet-là. Il va falloir surveiller. Mais tu sais, il y a quand même des implications. Puis même, ça, c'est un autre red flag incroyable. Ils sont quand même en sachant que ça va pas arriver, sont prêts à faire cette pièce de théâtre-là quand même, en laissant croire au monde que ça va arriver. Puis il y a de l'argent qui est engagé là-dedans. Là. Il y a des terrains qui ont été acquis, il y a de l'expropriation qui a été faite. Je veux dire, c'est quand même du monde qui gère une province. Ils sont prêts à exproprier le centre mère-enfant et l'urgence qui a été bâti à peu près 15 ans, un coût d'1 milliard sur le bord du boulevard Laurier. C'est ce qu'ils ont annoncé. Là. Ils sont probablement qu'on va être obligé d'exproprier le CHUL. Qu'est-ce que tu dis là? Non, il n'y a pas d'adulte en charge. Moi, je regardais, là, Guilbeault, je ne sais pas si tu as vu sa photo de Noël avec sa gang. Non. Ils sont tous en train de célébrer là, avec le champagne dans les airs. Je veux dire, Chris, allez vous cacher. Là. Je veux dire, ce monde-là n'a aucun jugement. Là. C'est incroyable. Mais non, la patente est en faillite. Je vois le vert. Non, la patente est en faillite. Elle, c'est comme je suis encore une personnalité qui monte dans la politique. Non, t'es brûlé. Là. Va te cacher. Pars 10 ans dans le privé si t'es capable de trouver une job ailleurs. Et Chris, vous êtes finis. Là. Vous allez tout être battus. Le monde qu'on voyait à la conférence de presse, c'est du monde qui va être annihilé aux prochaines élections. Là. Marchand, elle va perdre son siège comme c'est même pas possible. J'ai peur que Marchand soit réélu parce que là, s'il n'y a pas une... Parce qu'à Montréal, tout est à faire. C'est pour ça que les gens veulent que tu te présentes. Mais à Québec, c'est plus compliqué. Je me retourne en Europe, j'ai ma plaque. Là, quand je suis prêt, là, je suis plaqué. OK, t'es prêt. Donc, mairie de Montréal, t'oublies ça. Mais à Québec, c'est tu sais, je veux dire, là, l'histoire de Sam Hamad puis toute la patente, là, c'est en train de fourrer la patente, ça. S'il y a trop de monde, c'est sûr qu'il va rentrer avec 32-33 %. Parce que là, le plus gros monsieur là, qui était au PQ avant, avec la barbe, lui, il veut se présenter encore. Là, tu as Jackie Smith qui va aller ramasser un 5 %. Là, tu as Steph qui va rester là parce que Sam ira. Là, ils vont se ramasser 5-6. Puis lui, il va rentrer par défaut parce que, on sait, là, le monde qui sort les manteaux de fourrure qui sont dans le garde-robe de cèdre au mois de novembre pour aller voter, vont aller voter parce que ça lui fait une petite sortie. Puis ils vont le réélire parce qu'ils le voient à TV tous les jours. C'est le même que ça marche. Mais je pense pas je pense pas que c'est ce monde-là qui vont voter. Je pense que ce monde-là sont un peu en maudit. Là. Je pense que l'histoire du tramway, le commun des mortels a compris que ça coûterait cher. Je suis pas certain que les gens que tu dis actuellement vont voter pour lui. Je pense que ça va être comme tout le complexe militaro-industriel des OSBL, là, les communistes, tout ce monde-là, ça va voter. Mais ça, ce monde-là, c'est combien à Québec? C'est moins qu'à Montréal. J'imagine, c'est quoi? C'est 15 %? Mais tu sais, c'est ça. Le problème, c'est, Hamad, je veux dire, OK, ben fin, là, Sam, mais je veux dire, on peut-tu passer à une autre histoire, là, sacrément, là? C'est du monde qui sont dans le portrait depuis 30 ans, là, 25, 30 ans.
C'est du monde qui faisait partie du gouvernement il y a 20 ans. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Puis il vient pas pour les bonnes raisons. Puis il vient pas pour les bonnes raisons. Il vient pour redorer son image. Il vient pas là pour... Aller faire de l'argent, puis aller jouer au golf, puis aller en la croisière. Là, mais le pire, c'est qu'il y en a de l'argent. Il est retraité, il joue au golf. Il n'y a pas besoin de ça. 0, 0, 0. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on dirait que ça lui manque. La visibilité, d'être reconnu. Ça a l'air que c'est bien dur. C'est un peu comme un joueur de hockey qui arrête de jouer. Il s'ennuie de la chambre, il s'ennuie des boys, il s'ennuie du spotlight, il s'ennuie de la foule dans l'aréna. En fait, l'affaire, c'est que, je vais te dire, qu'est-ce qui distorsionne la réalité? C'est que souvent, ils ont des faiseux autour de ce monde-là qui, eux, voient leur potentiel futur dans une future administration. Fait qu'ils poussent ces gens-là à se présenter en pensant qu'ils vont passer. Qu'ils vont passer. Fait qu'il y a toujours une espèce de bulle autour de ce monde-là qui distorsionne la réalité. Meilleur exemple, Charest, avec son entourage, aurait dû décourager d'aller là. Dès qu'on savait que Poilievre y allait, le timing, il aurait dû y aller avant. S'il allait contre O'Toole, c'était fini, il gagnait, puis il serait probablement premier ministre aujourd'hui. Mais le timing avec Poilievre, avec la nouvelle vague, la nouvelle droite qui s'en venait, je veux dire, Charest n'avait aucune chance, puis il aurait dû être découragé, parce que lui, il sort perdant de ça, là. Le gars sort perdant d'une défaite. Fait qu'au final, ça t'a coûté de l'argent, t'as perdu des... Je veux dire, il y a même vraiment affaire Coderre, avant qu'il se représente une deuxième fois contre Valérie Plante, là. Le gars, je pense qu'il avait un siège de la FIA, il était sur des organismes internationaux, il y avait une grosse job. Il y avait une grosse job chez Stingray avec aussi, là, tu te ramasses, tu perds tout ça, t'as une autre défaite. Ça, pourquoi, au final, là? Tu sais, moi, ça me fait capoter, là. Mais qui va se ramasser à Montréal? Sérieux? Parce que là, à date, il y a juste des... il y a un gars qui est là, Thibouteau, je ne sais pas trop quoi. Puis après ça, t'as une fille qui s'est présentée hier qui est dans le groupe de... Elle est hyper communiste. Là. Elle, c'est vélo à grandeur sur l'île, puis toutes des patentes de même. Je veux juste te faire entendre, tu n'as pas entendu Valérie Plante hier. SRB Pinot. Excusez-moi. Excusez-moi. Hey, on se calme, là, de l'autre côté. La continuation de SRB Pinot jusqu'à Notre-Dame. Écoutez-moi quand je parle de l'autre côté. Juste un instant, si vous le permettez, Madame la mairesse. Juste un instant, si vous le permettez. Ils ont fermé son micro, elle est complètement... Je veux juste vous rappeler, c'est passionnant que ça suscite autant d'émotions. C'est une bonne chose, la démocratie est vivante, mais n'oubliez pas que les Montréalais nous suivent. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît... non, mais... En passant ça, l'histoire du SRB Pinot, c'est un des plus grands scandales en transport collectif ever. Ça a été annoncé sous Gérald Tremblay. C'était supposé coûter 150 millions. Finalement, ça n'a pas coûté 800? C'est quasiment proche du milliard. C'est une estie de dalle dans le milieu du boulevard avec un autobus qui a des roues puis 3-4 abribus. Ça n'a aucun estie de sens, cette affaire-là. Vous voyez bien qu'on n'est plus capable de rien construire. Ça prend un moratoire. C'est pas compliqué, là. Duhem devrait sortir demain matin avec une... Ben là, il est en convalescence, mais disons, ça devrait être les conservateurs devraient arriver avec cette proposition-là. Ça prend un moratoire sur tout grand projet de transport collectif. Oui. Je ne veux plus entendre parler jusqu'à temps qu'on fasse jusqu'à temps que le budget soit vert. C'est-tu clair, là? Juste qu'on parlait tantôt de l'histoire de lundi. Il arrive là, il s'assoit. Ah, ben au mois de juin, c'était 5,5 milliards. Puis là, ben c'est 6,7 ou 6,8. Ben, c'est l'inflation. Hey, le REM, c'était quoi au début? Je pense que c'était 5 ou 6. Là, ça va être quoi? Ça va être 13, je pense? Ouais, une affaire de même. Fait que c'est ça, là. Fait que, on n'est plus capable. Si vous voulez parler de transport et d'infrastructure, je veux pas rien entendre parler d'autre que d'élargir la 20, la 30, la 40, la 10. Ça prend un pont à l'est de Montréal, ça prend un pont à l'est de Québec avec des voies périphériques partout. Je peux rien entendre parler d'autre. Si, mettons, quelqu'un arrive et dit ça, il dit, regarde, à Montréal, là, 6,40, 4 voies de chaque bord. La 30 jusqu'au moins la 10, c'est 4 voies de chaque bord. Quelqu'un arrive avec ça. Je rajoute un pont. Je fais telle affaire. On prend la 30, on la finit. Après ça, on fait l'autre bout sur la 13. Puis on fait... Tu sais, t'arrives avec ça. Le gars, il se fait démolir par tous les journalistes de la presse. Mais il y a l'appui de 80% de la population. 98.5 le démolissent. La gang de Radio-Canada le démolissent. C'est pourtant ce que DeSantis fait. DeSantis, hier, a annoncé que la 75 entre Fort Myers, Naples, je ne sais pas trop quoi, passait de 3 à 5 voies. Puis, c'est sûr, un paquet de 1000, là, genre 40 000. Regarde, fuck les histoires de chars, parce que ça, c'est une autre patente. Ça, c'est une autre nouvelle qu'on a eue cette semaine. Ils ont voté en catimini, ils l'ont fait. Là. Ils ont, là, c'est 2035, plus de chars à gaz. Si tu veux t'acheter un char à gaz au Vermont ou tu veux l'acheter en Ontario, que tu l'amènes, même un hybride avec les deux, si tu arrives au bureau de la SAAC,
eh bien, il ne te donne pas de plaque pour ton immatriculation. Si jamais tu t'achètes un char usagé, même si ce n'est pas un 2035, tu as quelqu'un, ton fils est à Toronto, il veut te vendre son char, c'est un 2031, tu y achètes pour 10 000 $, tu le ramènes au Québec, tu dis, ben là, mon fils m'a vendu son char. Non, vous ne pouvez pas le rouler, vous n'aurez pas de plaque, on ne vous les donne pas. C'est des hosties de fous, Joe. Mais ça, en passant, vraiment, c'est loin, c'est encore loin. Puis ça arrive à un moment où tout ça, c'est en train de s'effondrer. Là. Trump, la rumeur veut que tous les incitatifs pour les véhicules électriques vont tomber. Mm-hmm. Puis là, évidemment, les autres compagnies que Tesla demandent à ce que ça reste parce que c'est la seule affaire qui fait vendre leur char de marde que personne veut. Parce que le seul produit qui a une certaine demande, c'est Tesla. Puis ça, c'était ma prédiction. Ils vont tous mourir, sauf Tesla. Le fait qu'ils sont prêts à légiférer, puis ça, là, c'est grave. Ce gouvernement-là sait que probablement il ne sera plus élu, il ne sera plus là. Ils sont prêts à légiférer dans le futur pour diriger une industrie puis le Québec n'a aucun poids mondial là-dessus. Là. Écoute, j'étais chez Porsche il y a 3 semaines. À mots couverts, ils disent qu'il n'y a peut-être pas d'avenir pour l'électrique. Là. Ils rient de ça en coulisses, eux autres. Ils vont remettre des moteurs dans leur char électrique, le Taycan, qui sont pas capables de vendre, là, qui coûte à peu près 250 000 puis fait à peu près 150 km l'hiver. Ils remettent des moteurs dedans parce qu'ils sont pas capables de les vendre. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a une tendance quand même très forte. Honda et Nissan veulent probablement fusionner parce qu'ils sont fourrés ici. Ils sont pognés dans des plans d'électrique qui marchent pas. Ils n'ont pas d'hybride. Bref. Ces compagnies-là sont fourrées. Mais bref, ces gouvernements-là sont prêts à légiférer. Le gouvernement légifère sur tout. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de décret qui n'a aucun respect pour les chartes, pour les processus établis. L'affaire de la prière en public, là, Jeff, là, je comprends qu'il n'y a personne qui veut qu'il y ait des gens qui se couchent dans la rue pour prier. En passant, le règlement devrait être que tu n'as pas le droit de bloquer la route pour quoi que ce soit si c'est pas prévu, that's it. Mais si tu veux aller sur la trajectoire de faire des règlements à la pièce pour empêcher les gens de prier, ça veut-tu dire que vous allez empêcher la parade de Noël? D'ailleurs, les communautés juives sont opposées à ça parce qu'il y a un paquet de célébrations qui rentreraient là-dedans. C'est parce qu'il manque de courage. C'est parce qu'il manque de courage de dire on veut pas que les musulmans ou les islamistes fassent une parade. Ils n'ont qu'à le dire. S'ils fassent une prière dans la rue, ils ont juste à le dire. S'ils font une parade qui aille au SPVM, qui font un tracé, puis ils font une parade comme tout le monde, je vais encore lire, mais le point, c'est que tu peux pas bloquer les routes. Puis moi, ça me fait capoter de voir des gouvernements qui n'ont aucun respect. Puis ça m'a fait avec la loi 96, ça m'a fait avec la loi 21. C'est toujours des hosties d'affaires émotives en réaction pour faire une annonce avec cette petite gang de faiseux-là. Oui, mais le point que je veux... Mais t'as raison, mais le point, c'est que ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ont une affaire en tête qui est grosse comme une pointe d'aiguille. OK? On s'entend, là, c'est 3 fois par année, 40 personnes musulmanes qui veulent venir te piquer puis montrer qu'ils veulent passer à charia puis qui sont islamistes à l'extrême, puis eux autres, ils t'envoient un message. Ils viennent te piquer chez vous. OK? Ça, là, c'est une pointe d'aiguille dans toute l'histoire. Là. Et là, ils vont passer à gratte bord en bord pour tout le monde, pour juste ce style de pointe d'aiguille-là. Ben, Chris, réglez la pointe d'aiguille puis laissez faire le reste. Ouais, en fait, là, non, vous devriez pas. C'est ça le problème. Vous n'avez pas à régler des situations ponctuelles comme ça. Laissez donc les villes, les arrondissements gérer des affaires de même. C'était comme l'affaire des cellulaires. Ça m'a fait que les cellulaires en classe, Jeff. Pourquoi que le ministre de l'Éducation sort, fait une conférence de presse, il y a des lois, il y a des règlements qui sont votés provinciaux. Imagine la machine de la bureaucratie mise en place pour juste diriger ce genre de cochonnerie de règlement à la pièce-là. C'est complètement débile. On a perdu le contrôle. Alors qu'un directeur d'école peut faire la job ou un prof dans sa classe peut faire la job. Il n'y a pas besoin de ministère, tu n'as pas besoin de ministre, tu n'as besoin de rien. Voyons, non, comme si c'était... comme si c'était un... Voilà pour Joe Hamel, mais il en reste encore pas mal plus. Il nous reste encore une autre demi-heure avec Joe sur la version Prime. Hey, on est stand-by pour le vestiaire. Dodu et Max Truman après avec Jerry. We're gonna take on the world. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan.
Bon, qu'est-ce qu'on a dans le vestiaire? Jerry, bien sûr, la vedette toujours du jour. On le call d'avance. Jerry, c'est la vedette. Max Truman, dans lescoulisses.com. Notre chum Dodu qui est Corporate America puis qui est dans le jus comme ça se peut pas. Donc, on est chanceux de l'avoir. Malheureusement, Les était supposément dans le jus lui aussi. Donc, on va s'en prendre en 2025 avec Les. Les boys, vous êtes salués. Hey, on commence par quoi? Parce que beaucoup de stock. Est-ce qu'on peut commencer, Max, par l'histoire de cette semaine? On a parlé un peu avec Régent hier. L'histoire de BPM avec chose, là, savoir si le dossier est réglé. Parce que on était avec Joe Hamel avant, puis dans la version Prime, Joe dit Calisse, les gars sont pas faits forts. Là. Êtes-vous capable d'endurer un peu de chaleur puis de vous pogner un peu? C'est ça qui fait que vous pouvez avoir des codes d'écoute. C'est par des genres de stuns de même. Si vous les arrêtez en plein milieu, parce que votre ego est comme touché, mais il faut. Puis tu sais, allez pas du côté non plus, comme je disais avec Régent hier. Allez pas du côté « Ah, c'était stagé un peu, cette affaire-là. » Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Zéro stage, c'est juste, il y a tellement de levels. La seule première, c'est que tu peux pas te pogner de même, c'est sable de Buffalo. Tu sais, je veux dire, on n'est pas en train de parler de Donald Trump, Justin Trudeau, là, tu sais. Non, on n'est pas dans l'inflation, non. Pas ces sables, please. T'as pas le droit, même à Buffalo, ils se pognent pas ces sables, tu sais. Non, c'est ça. Pogne-toi pas en français au Québec. Non, mais tu sais, il y a quelque chose qui mène à ça. C'est pas la première fois que ces deux personnes-là se pognent. Chaque individu dans le monde des médias a un certain caractère. Mathias a de la pression d'être journaliste. T'sais, les gars de la presse, le monde du milieu met de la pression à Mathias. Mathias se met de la pression lui-même à être journaliste de fait. Puis, comme un peu respecter les faits. De l'autre côté, Martin Lemay a une pression de code d'écoute parce qu'il anime le retour, qui est pas d'être le plus gros show d'une émission, d'une station sportive. Fait que tout le monde a de la pression, tout le monde se pogne un peu, tout le monde a hâte aux vacances. Puis il arrive un moment où tout le monde a sauté la marmite. Mais moi, j'ai pas de trouble avec l'engueulade ou les émotions. C'est le 2-3 dernières secondes du clip, où là, on voit comme une rage. Là, on voit que c'est allé ailleurs. Tu sais, quand Martin se lève avec le doigt, puis moi, c'est plus comme cette méga rage-là que moi, je me pogne avec des chums, mais on se pogne pas au collet non plus. Tu sais, c'est peut-être le petit moment qui était moins beau. Sinon, non, c'est réglé. Mathias était là hier. Mathias va être là jusqu'à la fin de la saison. Devrait être là aussi en janvier si tout va bien. Fait que, tu sais, c'est une engueulade terminée. C'est un peu plate. Il aurait pu faire un casse-gant pour régler ça, quelque chose. Oui. Au moins, c'est la première fois qu'on entend parler vraiment de BPM. Là. Je sais que tu es en conflit un peu parce que tu es chroniqueur là, puis tu peux nous dire l'info sans nécessairement dire tout ce que tu penses parce que tu as déjà été animateur régulier là, tu es encore là aujourd'hui. Mais tu sais, moi, comme gars de radio, qui a été. Là, j'ai été excommunié du monde de la radio, mais je veux dire, quand j'étais à la radio, j'ai déjà été VP produit pendant longtemps. J'ai un bon pif de programmation. Si tu veux faire lever une antenne, c'est ça que tu veux voir. Tu n'essayes pas de l'éteindre, tu n'essayes pas de finir la patente. C'est le genre de patente. Dans le contexte d'aujourd'hui, avec 100 000 blogs, 100 000 patentes sur YouTube, des podcasts à pu finir. Chris, à un moment donné, il faut que tu te sortes la tête de la gang. Il faut que quelqu'un en marque que tu existes. Ça prend ce genre de stunt-là, me semble. Les seuls autres clips que moi j'ai vu passer, c'est Tony Marinaro qui appelle sa mère pour lui expliquer de faire jouer tel gars. Tony était cœur. C'est des déchirages de chemise. Alors, il était cœur. Mais non, mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils partent de très loin, BPM, puis ils ont eu des meilleurs codes d'écoute. C'est encore des petites codes d'écoute. T'es pas top 3, t'es pas top 5. Tu sais comment ça marche la pub nationale, Jeff? Tu as des bonnes codes d'écoute, mais quand tu t'en vas sur le national, t'es pas capable de vendre à Honda, tu vends à Honda Saint-Jérôme ou Honda Lévis. T'es pas capable de vendre à Honda parce que t'es pas encore dans la game des top 3, top 5 pour les codes d'écoute. T'sais. Mais tu pars de loin, puis tu doubles, triples, quadruples, puis ça va bien, t'es en croissance. Je pense que ils ont fait une meilleure job dans la dernière année. Il y a de quoi qui est cool. Tout le monde se rassemble. Tout le monde parle dans toutes les shows. Il n'y a plus de division comme il y en avait il y a 2 ans entre les animateurs vedettes. Puis là, tu arrives avec cet événement-là. Ce qui est plate, c'est que là, tout le monde a dit « Ah, moi, je suis team Lemay. Ah non, moi, je suis team Mathias. Ah, moi, je suis ci. » Puis là, ça, tu sais, comme ça divise quelque chose qui fonctionne bien. Ça prend des ostinations, mais je pense que celle-là, vu qu'elle avait comme du vrai puis un peu de violence dedans à la fin, ça l'a divisé quelque chose qui s'en venait bien. Fait que moi, je suis pas convaincu que c'est si bon que ça. Ouais. Alors, regarde, moi, comme tu dis, le point important, c'est Calisse. Partez pas en peur de même pour les sables, là, quand même. Les sables, on les a vus hier. Là, dire, même le goaler n'est pas capable de comprendre que le gars à droite va te faire un one-timer. Là.
La première fois, il n'a pas compris. Deuxième fois, il n'a pas compris. Troisième fois, il n'a pas compris. Je pensais que s'il avait essayé une quatrième, une cinquième, il aurait eu 5 buts. Là. Ouais, mais là, elle est pesante en esti, Jeff. Là. Ouais, peut-être pesante, là, mais sors-toi d'un pied de plus quand les passes arrivent et tout le monde le cherche. Tu sais, Monique, que ça va finir là. Là. Donne-toi une chance. Là. Dodu, tu connais ton hockey. C'est quand même des goalers de la NHL. Là. Ouais, je comprends. C'est quand la dernière shot de qualité linée qu'on a eu à Montréal? Puis pour vrai, Caulfield, il a de l'air d'avoir une shot normale. Puis c'était notre scoreur avant, depuis que Lainé est là. On a-tu déjà eu un tireur comme Patrick Lainé? Probablement que j'étais trop jeune. Mais Kovalev, même là, Jerry Kovalev avait une bonne shot, mais c'était pas. Lainé est pesante. Là. Non, c'était pas Hier, le premier but, les gars, là, parce que souvent au hockey, on va dire qu'un one-timer, ça donne une chance de marquer. Le premier but hier, là, c'est un semi-one-timer. Le goaler, si vous regardez la reprise, le goaler était là. Il l'a mis en haut de l'épaule dans à peu près 6 pouces de diamètre, puis c'était merci bonsoir. Les deux autres, c'était un vrai one-timer. Oui, le plus beau net, c'est le premier. Là. Hey, le premier, là, regardez la reprise d'en arrière. D'ailleurs, Joe, je pense qu'il était assis là quand il nous envoyait les photos. Il doit l'avoir vu. Là. Hey, il cite au-dessus de l'oreille, au-dessus de l'épaule. Non, mais Max, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place quand il tire. Là. Il n'y a pas de place. Il trouve de l'espace. T'sais, il fait des poteaux rentrants. Au soccer, on appelle ça poteau rentrant. Là, tu frappes le poteau puis le ballon va à l'intérieur. Mais au hockey, il n'y a pas ça, des pucks rentrantes. Mais lui, il attire tellement précis qu'elle rentre. Puis il aurait pu en avoir un quatrième, mais celle-là était sur le poteau. Là. Mais il n'y a pas grand monde qui font ces tirs-là dans NHL. Puis je me répète, je te repose ma question. C'est quand le dernier qui avait une shot de même avec le Canadien? C'est Gaston Gingras. Oui. Gingras avait un méchant plomb. Mais là, Chris, il n'y a pas. Moi, je vais rire. Moi, si ça ne dérange pas, je vais rire. Ben oui, mais t'as aucun souvenir de ça? Et c'est un peu la raison pourquoi je ris. Ben oui, mais c'est ça pareil. Le seul autre gars, Max, Jerry, est-ce que Gaston Gingras avait une shot de même? Non, c'était épouvantable. Il y avait des shots incroyables. C'est un défenseur. Donc, lui était désavantagé. C'est un défenseur. Donc, il n'y avait pas de langue. Je vais écrire ça, Jeff, sur Dans les coulisses. Ça va pogner. Là. Patrick Lainé, le meilleur depuis Gaston Gingras. Ben oui, c'est sûr. En tout cas, shot du poignet, c'est sûr. Le dernier que je peux penser que moi, j'ai connu, qui n'avait une pinotte, mais encore là, c'était une question de slap shot one-timer. C'était genre Sheldon Surrey ou quelque chose du genre. Hey, non, mais Sheldon Surrey, c'était pas Gaston Gingras. Là. Il y avait une bonne shot. Non, mais de toute façon, c'est des histoires de one-timer de la pointe. C'est pas... C'est pas des one-timers, là, parce qu'à la pointe, souvent, tu vas prendre le temps de. Tu sais, Sheldon Surrey, c'était sur le one-timer, une pause de Markov, l'autre bord. Oui. Ça, mais ça rentrait pas. Non, c'est pas la même affaire. Tu sais, puis Pacioretty a marqué des buts, mais c'était pas le même shot non plus. Ouais, c'était le seul autre que j'avais en tête. Hein? Tu sais, Kostitine, mais André Kostitine, il n'y avait pas ce shot-là. Tu sais, il y en a pas. Il y a aussi d'un shot, attention, là, Dodu joue assez au hockey pour le savoir. Tu sais, les shots avec le temps, c'est dur de comparer les époques, même de 10 ans. Là. Tu sais, les hockey flexent tellement que là, maintenant, si les gars qui ont des shots, tu sais, les gars du temps qu'on trouvait bons, qui avaient des shots, mettons on prend Brett Hull, OK? Tu vas prendre Michel Picard. Tu sais, Pic, moi, j'ai déjà vu des shots one-timer. Le Pic, c'était un nasty shot, là. Tu sais, un gars comme Patrick Roy me dit que, il dit, quand Picard était à Saint-Louis, là, il dit, lui, puis il a même donné des trucs à Brett Hull. Là. Donc, c'était un nasty shot. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, dans le temps, on parle, là, c'était il y avait des PMP. Là, au début peut-être le début des hockey d'aluminium qui avait un peu de flex, là, mais encore là, c'était quand même assez raide là, comme bâton. Ah ouais. Tu sais, aujourd'hui, les gars qui ont les skills, ils ont les meilleurs skills, sont mieux entraînés, c'est des meilleurs athlètes. Ils ont développé des techniques encore meilleures. Et là, en plus, Chris, au niveau équipement, un peu comme les golfeurs, un peu comme les gars qui ont des meilleures balles, des meilleurs bâtons, des meilleures tiges, etc. Là, Chris, tu peux pas comparer ça. Même après les bâtons de bois, on est loin du two-piece. T'achètes une palette, un manche, je dirais que c'est bon. Si je casse la palette, on va la changer. Ça t'a peu, là, on n'est pas là. Non, c'est ça. Les gars jouent avec des bâtons de 350 grammes. Là. C'est ça. Puis c'est léger en Simonac. Je suis encore lisse d'en péter 3 par game à 350 pièces de bâton. Pas grave. Ouais, OK, mais question d'abord. Vous parlez d'époque. On oublie le passé. Y a qui dans NHL a une shot comme Lainé? C'est qui le gars de... Il y a un gars d'Arizona, le jeune d'Arizona, il a une solide. Ben, il est à Utah. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je ne suis même pas habitué qu'il joue encore au Utah, ces colis-là. Utah Hockey Club. Ouais, exact. C'est quoi son nom à lui, donc? Dylan Gwenter. Exact. Il a une solide. Le joueur que Jerry nous avait parlé au début de saison. Mais tu sais, Max, c'est dur à répondre parce que c'est pas le même style. Plomb. Hein? Draisaitl, il y a un super plomb.
L'Allemand. Oui, mais c'est pas pareil. Edmonton. C'est dur. Ouais. Même Ovechkin, Pas sûr. c'est dur. C'est dur à expliquer. C'est pas dans la même catégorie Ben, que Ovechkin, ça se ressemble pareil. Je pense que t'es le plus près. Tu sais, Ovechkin, peut-être Austin Matthews. Pasternak. Tu sais, on est dans le top, là. Oh, oui, t'es en haut, là. Puis, by the way, Ouais. on a reçu un choix de deuxième ronde pour qu'il nous l'envoie, là, juste en passant. Là. Incroyable. Avec Harris qui joue pas. Nos meilleurs trades, c'est quand on reçoit de quoi avec Monahan. On a eu Les d'un gars, first, c'est nos meilleurs trades. Ouais, mais attendez. Les attendez. gars, on est dans une Arrêtez, bonne arrêtez, pause. arrêtez. On est dans une bonne pause, là. Non, mais Lainé, Non, dans arrêtez. une bonne passe, Jeff, on n'est pas en train de parler du Canadien qui va gagner la coupe, là, mais Lainé, c'est quand même 6 buts en 7 matchs, c'est 7 points en 7 matchs. Là. Ouais, mais il n'a pas fait ça tout le temps, là. Non, je sais, mais Jeff, on l'a eu pour gratis. En fait, on l'a pas eu pour gratis. Ils nous ont payé. Ah oui, je sais. Non, ça là-dessus, regarde, si ça marche, ça va être le meilleur coup des deux gars bizarres en haut, là. C'est Bon, sûr. c'est rendu des gars bizarres en haut. Le Hey, je show. peux même pas skipper des vestiaires pendant un mois sans que ça dérape dans ce show-là. Ouais, ben, Parle-nous regarde. de Là, Martin Saint- j'ai écouté Parle-nous une de Martin affaire. Saint-Louis, là, Jeff. Vous voulez débarrasser? Ben oui, c'est quoi le problème avec mon Martin? Tabarnache. Hey, Problème, les c'est gars, qu'il est on n'est encore pas rendu là, encore à gare. Là. On arrive. Là. On Ouais, est dans le mais mix. Là, on est à 5 points des playoffs. Mais là, on est mal placé pour parler parce que là, ils ont eu une bonne semaine. Ils ont un bon 8-9 jours. On va lui laisser ce moment-là. Là. Oh, mais ça va être ça, Jeff. T'es des jeunes. Là. Ça va être tout le temps ça pour le reste de l'année. Non, Puis, Dodu. On s'en va 2 semaines sur la route, on mangeait des estis de volée comme on mange à chaque année. Puis on revient en janvier à la maison, on frappe juste des clubs top 10, top 12. Là. On n'aura pas 2 bonnes semaines dans les 4 prochaines semaines. Ça va être difficile. Le prochain mois va être tough. Là. Oui, c'est ça. Puis les gens qui faisaient les prédictions avaient vu que les 2 dernières semaines allaient être les meilleures semaines des 2 prochains mois. Là. C'était ça. C'était un peu. Les gens avaient figuré ça un peu. Mais t'as du Buffalo, t'as du Columbus, là, tu veux dire, bon. Ben là, on a 3 pognables dans les 3 prochaines. Puis là, après Ben ça, on est-tu capable d'aller en arracher une en Floride? Je sais pas. Yeah. Ça va être tough, mais peut-être. Après ça, Chicago, c'est battable, ça, là. Mais Dodu, je reviens, t'as joué au hockey, OK? Puis tu l'aimes, Martin Saint-Louis. T'as pas un malaise qui il se comporte comme un joueur. Il veut être un des joueurs. Il veut être un des leurs. Au lieu d'être un coach qui serre la vis, qui dit à Slav, « Hey, t'es pas bon, on va t'envoyer ça à 3 ou ça à 4, ou à la limite dans les estrades, ou à la limite à Laval, peu importe. » Là. Mais au lieu de dire, « Hey, t'es pas bon, je t'envoie ça à 1 pour te relancer. » T'as pas un malaise de voir un gars qui est supposé d'avoir un peu de pogne. Même Saint-Louis l'a dit, Tortorella, je l'aimais pas toujours sur le moment, mais il a fait de moi une meilleure version de moi-même parce qu'il était rough avec moi. T'as pas un malaise de voir Martin Saint-Louis être rough avec personne, jamais? Oui, mais je pense que ça marche de même maintenant, Max. Puis Martin Saint-Louis, il n'est pas différent. Ben, je te dis pas que je suis d'accord avec ça. Je te dis que oui, effectivement, il y en a qui mériteraient de se faire mettre sa passerelle. Mais il y a beaucoup de coachs que c'est pas ça. Puis il y a beaucoup de coachs que ça va être les vétérans. Puis Christian Dvorak, depuis la dernière fois que j'ai été dans le vestiaire, il joue un petit peu mieux. Puis effectivement, il gagne ses face-off. Mais je veux dire, il aurait mérité d'être une coupe de game à manger du popcorn, lui, au début de l'année. Puis il n'a pas été. Kirby Dack, Slav mérite de se faire un petit peu Je sais pas, moi, c'est ça qui me gosse de Martin Saint-Louis. Des fois, il faut qu'il serre un peu. Il peut pas juste backer ses joueurs puis dire aux joueurs, écoutez pas les journalistes, écoutez pas les critiques, écoutez pas les partisans, écoutez pas rien. À un moment donné, il faut... C'est le coach, Chris. Il faut qu'il brasse quelqu'un à quelque part. Pas tout le temps, puis pitcher des poubelles, puis... Mais à un moment donné, on s'attend quand même à un peu de serrage de vis. On le voit jamais. Jamais. Non, c'est un soft, là. C'est un gars de son époque. Oui, mais je pense pas qu'on est rendu là, les gars. Je pense pas qu'on est rendu à cette étape-là. Je pense... Jerry, ça fait des années qu'on fait des vestiaires. C'est quoi les jeunes, t'es mets où? Sur la glace. Puis ça se peut qu'il y ait un stretch de 2 semaines qui joue comme la marde. Je comprends. T'es laisse sur la glace. T'es laisse sur le premier trio, puis t'es laisse sur la glace, puis Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Ce trio-là, tu le laisses là le restant de l'année. Là. Oh, t'as peu, là. Il y en a un qui veut le mettre à Laval, là. Ben là, Caulfield, êtes-vous tombé ça Non, mais je veux... c'est pas la prochaine étape de l'envoyer Laval, là. Mais à un moment donné, au lieu de le monter de trio, tu le descends, puis tu le redescends, puis ça marche pas. Tu l'envoies sur la passerelle un peu, tu enlèves du powerplay. On l'a récompensé avec Caulfield, Suzuki, puis toi, t'es comme on le laisse toute l'année là. Chris, le gars, c'est quoi? Il se couche tard, il est fatigué, il mange mal, peu importe. Là, je sais pas, là, mais ça, c'est de la régie interne. Puis je suis sûr qu'il en parle. Ça veut pas dire que le gars reste sur le premier trio, qu'ils n'ont pas des meetings, Max, puis il dit, hey, regarde la vidéo, là, t'es pas fort ton histoire. Là. Je suis d'accord, mais c'est pas fort. Hey, excuse-moi, mon fils fait des niaiseries, c'est pas fort la niaiserie, mais j'y reprête les clés du char le lendemain, puis j'y achète de l'alcool dans ses parties. Ouais, non, Calis.
Non, mais Dodu, qu'est-ce qui fait que quand il est arrivé, on a eu des doutes. On disait, il est gros un peu, il frappe, mais il a l'air un peu timide. Après ça, là, il a explosé, il a comme pris sa place. On a dit, oh yes, à ce style-là, on a un bon choix. Là, finalement, on a un bon boom, il régresse. C'est quoi qui fait ça? C'est normal? Il est mal développé, il est mal coaché, c'est lui, c'est quoi? Ben, il régresse. Jeff, il n'y a même pas 150 games de jouer dans la Ligue nationale. Oui, mais il n'y a pas... Quand on faisait l'éloge de ce gars-là, on sentait quelque chose. Là. Mais il y a mais c'est parce qu'on s'est surexcité, on a tendance à faire ça. Slavkovski, c'est un premier choix dans une année de draft faible, on va le dire. Il n'aurait pas été premier choix d'une année avant, une année après. Mais je veux dire, les gars, même on en parlait dans le channel l'autre fois. Tu sais, Nathan MacKinnon n'a pas explosé avant sa 5e année. Nathan MacKinnon, c'est un exceptionnel qui jouait à Colorado et qui, justement, il y en a eu des bouts de toffe. Ils ont-tu fait manger son pain noir? Ils l'ont laissé sur le premier trio. On dit, ah ouais, vas-y. Puis pendant ce temps-là, pas en privé, mais je veux dire, dans pratique ou en meeting ou peu importe, je suis sûr qu'il en reçoit de la merde, Slavkovski, Max. Là. D'après moi, c'est pas juste doudou, puis ah oui, tu fais bien ça, mon petit gars, bravo, continue. Là. C'est juste qu'après ça, tu vas le mettre. OK, parfait, on va le descendre à Laval. Tu vas le scraper. Tu vas le scraper complètement. Attends, on n'est pas rendu là, mais on n'a pas scrappé Caulfield en l'envoyant à Laval. Là. C'est pas. Il y a comme on peut pas punir personne, on peut pas envoyer quelqu'un dans les ligues mineures. Chris, il y a une couple d'années, on envoyait des gars dans les ligues mineures. Je te dis pas que je vais l'envoyer demain matin, là, mais je veux qu'au lieu de le monter ça à 1 quand il va pas bien, on le descende ça à 3. C'est ça que je voudrais. Mais là, tu vas le faire jouer. McKinnon, il a eu 24 buts la première année. Là. La deuxième, il a eu 14 parce qu'il a joué 64 games. Ouais. Il a joué 72 games l'année d'après, il en a 21. Il y a eu une année poche, c'est l'année 2016-2017 où il y a eu 16 buts en 82. Par après ça, il est tombé. Là, il est parti. Ben, Jeff, c'est un exceptionnel. McKinnon, c'est dans la catégorie à McDavid, puis tu viens de le dire, il n'a pas scoré 30 buts avant sa 5e saison. Oui, Slavkovski a 148 games de jouer dans la Ligue nationale. Mais McKinnon, je le voyais jouer même à 16 buts, puis tu voyais qu'il était dominant pareil. Tu regardais une game de Colorado, le gars, il était sur la glace, tu le voyais. Aujourd'hui, oui. Ouais, mais c'était ça un peu au début, là. Voyons, arrête. Non, mais attends, il a scoré 16, il n'a pas été dominant que ça. Tu dis que McKinnon, c'est un exceptionnel. Tu mets-tu Slav dans la même catégorie? Ben non, c'est ça. Bon, ben prends-moi pas McKinnon pour m'expliquer comment gérer Slav si tu ne mets pas dans la même catégorie. C'est pas ça que je te dis, Max. Ce que je te dis, c'est que Slavkovski... Moi, je vais crisser mon camp d'ici. Arrête de dire des âneries. Hey, calisse ça. Va crisse mon camp. C'est la dernière fois... Ah non, c'est pas mon show. Je peux pas te dire ça. Je crisse mon camp. Moi, je m'en vais. Je suis plus capable. Ouais, calme. Non, mais on a-tu une meilleure équipe l'année passée? Non. On a une meilleure équipe. Non, tu parles cette année? Oui, on a une meilleure équipe cette année que l'année passée. Ben non. À cause de l'aîné. Mais non. Oui, exact. On a l'aîné. L'aîné, il vient d'arriver. Là. Il vient d'arriver. Le Père Noël n'était pas là. Il n'était pas là. Il était parti. Il s'est blessé. Il vient d'arriver. Là. Il vient d'arriver. Enlève l'aîné, il n'était pas là. Est-ce qu'avant que l'aîné arrive, on a une meilleure équipe que l'année passée? Non. Non, c'est ça, on s'est débarrassé d'une coupe de chats morts, de bois morts, Max. Que ça fait du bien là, de voir des gars jouer. Là. OK, mais qui qu'on a le meilleur? Suzuki a encore son point par game cette année. Caulfield est sur un pace pour une saison de 40 goals. Ça t'a peu, les gars. Moi, de la façon... Si tu me le demandes... OK, laisse-moi... Jerry, si tu me demandes, on a-tu une meilleure équipe que l'année passée sur papier? Peut-être pas, mais je pense c'est une année de progression versus l'année passée. Ça, pour moi, ça fait aucun doute dans ma tête. Là. Pour certains individus. Pour plusieurs individus. OK, qui est en progression? Les gars à défense sont en progression. Struble n'a pas de mauvaise année. Goulet va rajouter des games en arrière de sa cravate. Struble sera plus là quand il va falloir gagner. Là. Puis est-ce que j'ai besoin de vous rappeler aussi qu'on a le meilleur joueur au monde à ne pas jouer dans la Ligue nationale, dans notre organisation? Pour la première fois depuis Ken Dryden des années 70, on a un gars qui a une chance légitime de gagner le Calder. Moi, je veux dire... si on a une meilleure équipe cette année que l'année passée, 100%. Moi, je pense un meilleur début de saison l'année prochaine. Non, mais l'année prochaine, on va avoir une meilleure équipe. Demida va arriver, il y a d'autres Bois-Morts qui vont partir, probablement qu'on va amener du monde dans l'été. Moi, je pense que l'année prochaine, on va avoir une meilleure équipe. Je pense que la progression va recommencer l'année prochaine. On ne peut pas avoir une meilleure équipe. Ça fait 4 Moi, ce que j'ai peur, je vais vous dire ce que j'ai peur. Je vais vous le dire, ce que j'ai dans la tête. Là. Dans 4 ans, tous nos joueurs vont être extraordinaires. Mais si on va être avant-dernier dans la Ligue. Ouais, mais ça, Jerry, ça voudra dire
que la méthode de reconstruire, c'est pas une garantie. Ben, je l'aime, je les aime, les jeunes. Moi, je suis un pro-jeune, vous le savez depuis longtemps. Je l'aime, moi, Slav. Je l'aime, Suzuki. Je l'aime, Caulfield. Je les aime tout, Dak. Je les aime. Hudson, je l'aime. Je les aime. Goulet, je l'aime. Là, tu te ramasses dans 4 ans. Ben, OK, ben oui, on les aime. On les aime. Tu regardes le classement, ils sont encore à la fin. Ben, ça, Jerry, ça veut dire une affaire. Ça veut dire que reconstruire un club de hockey, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Puis là, ben, c'est quoi l'autre option de bord? Non. On l'a essayé, l'autre patente, avec des gars bizarres. OK? Là, on y va pour... Mais cette année, je comprends individuel. Tu dis, OK, lui, telle affaire. On va se le dire, là. On joue pas en équipe pour Saint-Saëns, là. C'est une équipe fragile. C'est une équipe fragile. C'est une équipe fragile mentalement. Ils se font défoncer un match sur 3. Ça veut dire que Canadien, c'est une équipe... Il n'y a pas de... individuellement, ça respire le talent sur certains joueurs. Ça respire le talent. Mais faire marcher ça ensemble, là, on l'a pas. En ce moment, on l'a pas. C'est simple. On va finir avec 3-4 points de plus. Excuse-moi, on va finir avec 3-4 points de plus que l'année passée. Puis là, on va être content. On va attendre l'année prochaine. L'année prochaine, on va dire, ah, ben là, regarde, lui, il est bon. Lui, il est pas pire. Lui, il s'en vient. Lui, ça... Non. Asti, Canadien, on arrive à Noël... Le Canadien ne joue pas pour 500. C'est le coach dehors, toute la gang. Jerry, c'est quoi une reconstruction? Toute la gang dehors. Le gars des vidéos. Toute la gang, esti. C'est quoi une reconstruction? C'est tu mets un bot en arrière du banc, esti. Un robot, une intelligence artificielle. Hey, puis Jerry, quand tu mets tout le monde dehors, c'est le fun parce que tu peux refaire des gilets, puis des trucs, puis de la marchandise. T'en fais des gilets. Non, mais le problème, il est simple, les gars. Pour vrai, une reconstruction, c'est de vider le club, finir dernier, avoir des hauts choix, puis que ces hauts choix-là viennent faire la différence. Oui. Quand tu tapes une saison de marde, puis tu as un choix top 5, tu peux pas sélectionner le mauvais gars. Là, vous allez me dire, c'est le repêchage, c'est une science inexacte. Vrai pour la 5e ronde. Mais la première ronde, avec ton choix top 5, faut que tu repêches le bon. Puis quand on s'est tapé une saison de merde, puis on a parlé 5e, on a pris David Reinbacher quand Matvei Michkov était là. C'est des décisions de même qui font mal. Ça veut dire que tu as peut-être perdu une saison complète. Tout ça parce qu'on avait peur que, mais c'est un Russe, la guerre, les médias vont nous ramasser. Après Mailloux, on peut pas. On va prendre l'autre, hein? OK, ben voilà pour le vestiaire. Il y en a plus dans la version Prime en passant. Jerry, ben voilà, c'est fait. Merci pour la super boîte de boursicotage aujourd'hui et tout le reste. Merci au producteur Mr. White pour toute la prod. Si vous voulez plus de stock de Radio Pirate, on a plus que le double, quasiment 70% de plus de stock pour vous autres sur la version Prime de Radio Pirate. Demain, on lance le week-end. Déjà, yes sir. Online. Worldwide. Radiopirate.com